me suis connecté sur le site, j'ai pris ma feuille, mon stylo, j'ai noté chaque lien un par un avec les prix. Bien sûr, oui. J'ai commencé vers mes 9 ans. Quand on est sur Internet, on est aussi très dissocié de ce qui se passe derrière l'écran des J'ai autres. découvert ça après avoir fini mon premier virus, quoi. T'as 9 ans, quoi. Un des premiers sites que j'ai fait qui rapportait pas mal de sous, 400, 500 par jour. Au début, je voulais leur demander 300K, je me suis dit vas-y pour 300K j'y vais. C'est chaud d'être un pigeon à ce point. Perquisition, ils vont saisir ton matériel. C'est bien relou quand même. Moi, j'attaque pas trop, à part si on m'embête, c'est le jeu, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre pote Julien Gadano. Julien, je te laisserai te présenter juste après. Je fais juste la toute petite introduction du podcast. Donc, le Wizards Podcast, un épisode par semaine. On parle de business web, mais de plein d'autres choses. Et ça va sans doute être un petit peu le cas de cet épisode d'aujourd'hui d'ailleurs. Et on tenait à vous le dire en ce début d'épisode, au moment où vous écoutez ce podcast, il est fort possible que, au moment où ce podcast sort en tout cas, la formation, la Wizards Academy, donc notre formation avec les Wizards, est en promotion exclusive. Vous ne la retrouverez plus jamais à ce prix-là, puisque derrière les prix vont monter. Donc voilà, on vous fera en sorte évidemment de mettre un lien en description pour tous ceux qui auraient loupé le live, pour tous ceux qui auraient loupé ce lancement. Au moins, vous avez toutes les infos et on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, salut Julien, sois le bienvenu sur le Wizard Podcast. Yo. Est-ce que tu veux commencer par une petite présentation ? Moi, je suis chaud de savoir, par exemple, quel âge tu as aujourd'hui, à quel âge tu as commencé à mettre les mains dans le cambouis, parce que je parle d'âge directement, parce que je sais que tu n'es plus aussi jeune qu'à l'époque, parce qu'on se connaît depuis un bail maintenant. Et un petit peu toute l'histoire qui a fait que ce que tu es aussi, parce que tu es développeur, mais tu fais aussi de la cybersécurité, ce qu'on peut même appeler du hacking dans le milieu. Enfin, voilà, je te laisse faire ta présentation et puis je te demanderai certaines petites précisions si jamais il y a besoin. Ça roule. J'ai 25 ans aujourd'hui. J'ai commencé il y a un moment, vers mes 9 ans, avec Anto. Sur des forums de hacking, parce que comme beaucoup qui passent dans ce podcast, Dofus, Wasaka notamment, qui était sur le même forum que nous, qui est passé il y a pas longtemps. Et aujourd'hui, je joue au poker, je fais de la sécu, hacking, plutôt défense que attaque. Moi, j'attaque pas trop, à part si on m'embête. Et développement, SEO, je fais un peu de tout en vrai, je touche à tout. Le but, c'est souvent, je me lève le matin et je fais ce que j'ai envie de faire. Enfin, le matin, toute proportion gardée. Ok, excellent. Tu t'as dit que tu as commencé à 9 ans, tu as commencé à dev à 9 ans ? Ouais, alors mignon, en gros, j'ai fait mon premier phishing à cet âge-là. En gros, je jouais à Dofus et je me suis fait hacker par un mec. Et j'étais là en mode ouah, trop fort quoi. Que je reviens sur mon compte, quoi, mon perso il est tout nu. Et je me dis putain, il m'a tout pris. Et puis je me refais la scène dans ma tête de comment je me suis fait hacker. Puis je me rends compte qu'en fait, le mec il m'a envoyé un site de phishing. Et à partir de ce moment-là, en fait, je commence à regarder dans le chat et me dire mais c'est qui ces mecs en fait comment il a fait moi aussi je veux faire pareil quoi. Et du coup, je tombe sur un site à l'époque, c'est une sorte de Wix un peu, ça s'appelle Cabanova, où tu Ok. peux faire tes sites en drag and drop. Et je prends un screen de la page de connexion de Dofus, donc du logiciel. Je le colle sur le site, je mets des formulaires invisibles par-dessus. Et en gros, ça fait comme la page de connexion et je suis là en mode: «Ouais, venez tester mon serveur privé» et cetera, et après donc petit à petit, je me suis mis au HTML parce en gros, il y a un mec dans le chat qui avait vu mon phishing et qui m'a dit: «Waouh, propre, tu vois? C'est bon travail. Est-ce que tu es sur des forums?» Et moi, à l'époque, je sais pas ce que c'est un forum en fait, je suis vraiment enfin, T'as je 9 ans, connais quoi. pas. Ouais, c'est ça. c'est un peu Normalement, tu logique. joues à Dibou à cet âge-là. Ah, j'y jouais avant. À 3 ans.
et du coup, il me dit de rejoindre le forum, moi, je suis en mode: «Oh ouais». Il aime bien ce que j'ai fait, c'est cool, je rejoins des forums et petit à petit, bah, je lis ce qui se passe et cetera, je participe et puis je me suis formé, sur le tas là-bas quoi avec, plein d'autres, personnes. Est-ce que tu OK. penses qu'ils se doutaient que tu avais 9 ans ou pas? Non, non parce que, bah, même alors je sais plus te dire à quel âge je suis passé, modérateur, mais j'étais modérateur, d'un forum. Je vais pas dire mon premier pseudo parce que bon, il est bien enterré, là où il est. Mais, en gros, j'avais volé mon premier pseudo que j'ai eu, en fait, c'est un pseudo que j'ai volé à quelqu'un parce que, j'avais fait une candidature en tant que modérateur. Moi, j'étais hyper jeune et en fait, je voulais une candidature de modérateur qui soit, crédible. Du coup, j'avais tapé, genre, forum, Dofus, j'avais trouvé un mec qui s'était fait valider en tant que modérateur et j'avais repris sa présentation, son pseudo, tout, parce que je me suis dit: «Bah, si c'est du copier-coller, autant que je reprenne le pseudo avec, comme ça, si les mecs, ils font des recherches sur Google, en fait, ils voient que, la présentation colle avec le pseudo». OK. Malin. OK. Voilà. Du coup, non, il se Furtif. doutait pas. Ça roule. Tu donc 9 ans, le début de l'histoire, comme tu l'as dit, ça c'est marrant parce qu'on avait, comme tu dis, on avait Bertrand Wazaka qui était sur le podcast, lors du dernier épisode et il y a même eu, quelqu'un qui sur LinkedIn a fait un post, tu l'as vu passer Franck, je crois, Ouais, ouais. pour parler du pattern, le fait qu'on vienne tous un peu de l'univers des jeux vidéo, enfin pas tous, mais, dans notre génération, c'est vraiment ce truc-là qui est récurrent et qui est assez rigolo. Comment tu passes du moment où, tu as 9 ans, tu te fais féliciter pour la qualité de ton premier phishing et tu commences à mettre un peu les mains dans l'HTML, au moment où, quelques années plus tard, bah, tu es un monstre en développement, en hacking, enfin, tu vois? Comment cette transition se fait? Est-ce que c'est uniquement, en étant justement, comment on dit déjà quand on apprend par soi-même? Autodidacte? Merci, autodidacte. Est-ce que c'est juste en autodidacte? Est-ce que tu as été accompagné par quelqu'un de ta famille qui était dans le métier? Est-ce que enfin, tu vois, comment ça s'est passé pour vraiment, aller plus loin dans ton apprentissage? Non, c'est vraiment full autodidacte, mes parents, ils sont dans d'autres trucs, même dans mes amis, mon cercle familial, personne n'est là-dedans. C'est vraiment les forums, où je me suis buté et que, bah, typiquement, en gros, Ankama Games, donc la société qui édite, Dofus, faisait plein de mises à jour de sécurité, ils rajoutaient des trucs et cetera et pareil, moi, j'étais vraiment dans cette optique-là au début où je voulais être plus fort et du coup, bah, je faisais évoluer mes techniques où, tu passes, du phishing, au virus et donc moi, j'avais une box, free où tu pouvais pas ouvrir, les ports. Donc ouvrir les ports, c'est pour autoriser que ton ordinateur, en gros, communique avec, d'autres ordinateurs, notamment pour en prendre le contrôle et du coup, moi, je pouvais pas utiliser les logiciels qui étaient tout faits, à cause de ce problème-là et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert, le PHP, qui, en fait, m'a permis de faire un logiciel qui prend le contrôle d'un ordinateur avec mon serveur, web, du coup, qui faisait passerelle entre les 2 parce que mon ordi pouvait pas communiquer directement avec le PC, de la personne que je hackais. Du coup, je me suis mis au PHP, j'ai pas mal, bah, pas mal lu des tutos et cetera. Heu et je me suis formé, ouais, sur le tas avec des projets, en fait. J'ai jamais, comment dire, suivi, par exemple, les cours du site du zéro jusqu'au bout. Par exemple, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert, les tableaux de variables, donc qui est une base de la programmation. J'ai découvert ça, après avoir fini, mon premier virus, quoi. Parce que, parce que j'ai pas lu les cours, en fait, du site du zéro. Je lisais la partie qui m'intéressait et le reste, je lisais pas. J'ai jamais lu le cours sur le CSS parce que ça m'emmerdait et cetera et cetera. Donc j'ai toujours appris que ce que j'avais besoin pour mes projets, en gros. Mmh. Tu as OK. fait des études, là-dedans après ou Non. t'as pas fait d'études? Non, j'ai eu mon alors moi, j'ai sauté une classe en primaire, et j'ai redoublé au lycée. Parce que, enfin, je en cours, j'étais vraiment, donc j'avais des facilités, mais quand tu arrives au lycée en S ou quoi et que enfin, j'étais pas là. J'étais dans Mmh. la salle, mais je codais des trucs sur ma calculette ou j'allais pas en cours, heu et à la fin, je venais carrément avec mon PC en cours et je faisais du dev pendant les cours et j'étais en mode: «M'embêtez pas, je suis occupé», il y avait des
des cours d'informatique et moi je faisais mes trucs à côté parce que enfin, j'avais un j'avais de l'avance en gros, sur, le domaine informatique, hem et du coup, bah, les ce qu'on faisait en cours, c'était chiant, ça m'intéressait pas du tout. Les profs le savaient que tu avais de l'avance? Ils reconnaissaient que tu étais fort? Ouais, alors au début, c'était un peu dur, parce qu'en gros, mes profs donc moi j'ai fait STI 2D du coup, en fait, j'ai fait une première S, après j'ai redoublé en STI 2D, parce que j'ai un super prof au lycée qui m'a dit, «Tu veux rien branler et avoir ton bac?» Je lui dis: «Ouais». Il m'a dit: «Bah, tu vas en STI 2D, tu rien besoin de faire, tu auras ton bac» et moi, c'était un mec que c'était un des seuls profs que j'appréciais et que je respectais. Je me suis dit: «Beh, je vais prendre son conseil», même si ça m'intéressait pas parce qu'il fallait que j'aille dans le privé, loin de chez moi et cetera pour faire cette filière. Mais du coup, je l'ai fait pour, bah, parce que j'étais déjà sur des trucs, j'avais mes premiers clients et cetera. Enfin, j'avais rien à faire de ce qui se passait à l'école et putain, j'ai oublié la question. Et oui, donc du coup, le prof, le reconnaissait et c'était dur parce que, il y a un peu ce truc-là de hiérarchie, en fait, d'autorité où, qu'en fait, si tu dis au prof, nous on faisait du PHP, un peu en classe et en fait, le prof, il nous montrait des trucs qui étaient nazes. Des fois, le code, il marchait pas. Des fois, il y avait des vulnérabilités dans le code et je lui disais: «Bah, monsieur, en fait, c'est pas bon, là, ce qu'on est en train de faire» et c'était super dur parce qu'il y avait lui, ça attaquait son ego et du coup, on était en un il m'aimait pas et il me posait beaucoup de problèmes et du coup, en terminale, je me suis remis en question pendant les vacances et je me suis dit: «Vas-y, pourquoi ce prof-là qui est c'est comme moi, c'est un «branleur» entre guillemets, on pourrait être copains, mais on se rentre dedans, quoi et du coup, en fait, après ma strat, c'était de plus attaquer son ego et en fait, dès qu'il me montrait un truc ou qu'il me disait de faire, une méthode alors que j'avais fait une autre, je lui disais: «Bah, ah ouais, monsieur, votre méthode est super intéressante, mais j'ai fait autrement. Est-ce que vous voulez que je recommence?» alors que sa méthode était éclatée, mais du coup, il me disait: «Ah non, bah, c'est bon, si tu as fait comme ça va» et au final, ça se passait bien après et ça m'arrivait que les profs, ça m'est déjà arrivé une fois que le prof m'appelle pour descendre dans la classe du bas pour aller aider, un autre prof, quoi. Ah ouais, Du ça OK. coup, c'est après ça se passait mieux. je comprends que pour l'ego, c'est un peu complexe quand même, hein, quand il y a un truc comme Ouais. ça qui arrive, que tes profs, c'est censé être toi qui montre, ce qui marche, quoi. Mmh. On a Heu, un pote en commun, avec Franck, et Anto qui est dev depuis qu'il est jeune aussi. Aussi jeune que toi, je sais pas, mais pas loin, tu vois? Et je sais que quand il avait fait une école de dev, tu vois, post-bac. Et je sais qu'au bout de sa première année, je crois, on lui avait proposé de donner des cours en troisième année. mmh, Enfin, c'était ridicule, quoi. Ça n'avait aucun sens. Et en fait, la réalité, c'est que quand on a des autodidactes avec ton profil Julien, enfin, concrètement, ça doit être l'enfer à gérer pour un prof qui, en effet, est très certainement bien plus nul que toi, alors que t'es 2 fois moins âgé et que t'es pas censé être fort du tout là où t'es. Ça doit être vraiment compliqué à gérer. Donc c'est marrant d'avoir ce feedback, aussi. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu es obligé, là, tu as parlé de ton passé, donc tes tout débuts, qui étaient relativement sombres, on va pas se le cacher, bah, assez black hat dans ton apprentissage. Clairement. Est-ce que tu penses que pour devenir, à terme, le white hat que tu es aujourd'hui, enfin, tu vas vraiment passer du côté sécurité, la grande majorité des hackers white hat aujourd'hui sont passés par un moment plus black hat, tu penses? Ou tu as Ouais. quand même des gens qui ont un espèce d'apprentissage très lisse et qui sont white hat et point barre, quoi? Bah, maintenant t'as quand même, des grosses, commus, white hat. Je pense que maintenant t'as des challenges et cetera. Tu peux installer des sites que tu hacks, sur ta machine pour apprendre. Mais je pense que quand même une grande majorité passe par le black hat parce que c'est un peu le parcours, quoi. C'est souvent le hacking, ça commence jeune. Tu un très bon texte, qui parle de ça, c'est, le manifeste, du hacker que je recommande à tous, que peut-être, certains connaissent. Mais je pense que ça part souvent de tu veux essayer de contourner les limites, tu veux jouer, et c'est ça qui fait qu'en fait tu rentres dedans, que tu te passionnes et moi quand j'étais petit, je me posais pas la question de: «Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal?» quoi. C'était, genre, je suis sur un jeu, moi je vais être plus fort que les autres, bah, je vais utiliser des stratégies et le jour où je me suis remis en question, c'est quand j'ai hacké un mec et qu'en fait je reçois un message sur son compte et qui me dit, «Mec, je suis paraplégique en fait, j'ai eu un accident, toute ma vie c'est Dofus et là tu es en train de me briser ma vie». À chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai des frissons parce qu'en fait, genre c'est là où tu te dis: «Mais en fait, il y a un mec derrière cet ordi
et à ce mec-là, je lui ai tout rendu. Je lui ai dit: «Bah, vas-y, c'est bon, reprends ton truc, casse-toi», tu vois? Je veux plus entendre parler de toi parce que, enfin, tu te poses pas ces questions, je pense, quand tu es plus jeune. Ouais, Ouais, plus c'est jeune ou intéressant. même plus tard, hein. Je suis sûr qu'il y Ouais, a ouais. plein de gens, qui se en fait, à aucun moment, toi, c'est parce que ça t'est arrivé que quelqu'un, te dise quelque chose qui te marque et que du coup, tu as un petit déclic, tu vois? Alors qu'il y a plein de gens, je pense qui peut-être ne reçoivent jamais ce message parce que tous les gens qu'ils ont hackés, c'est des gens un peu, random et qui pourront, ou peut-être ça les saoule sur le moment, mais ça va pas non plus, changer leur vie. D'ailleurs, on pourrait aussi faire le rapprochement avec l'affiliation. On parle souvent de méthodes Mmh. d'affiliation un peu plus «agressives» entre guillemets. On peut supposer que ce message, tu le reçois, parce que tu as vendu une boîte de pilules avec de la flotte dedans, pour perdre du poids à quelqu'un qui est dans une situation ultra merdique et qui te dit et qui t'explique frontalement, tu vois, dans quelle situation encore plus merdique tu es en train de la mettre parce que tu lui as vendu des pilules de merde à 90 En balles. CB30. Et en CB30, enfin bref, voilà. Et la réalité, tu vois, c'est aussi que quand on est sur internet, on est aussi très dissocié de ce qui se passe derrière l'écran des autres et que ça soit 9 ans, ou plus tard aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas se poser la question, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit, des trucs border ou des trucs complètement illégaux, black hat en hacking ou je sais pas quoi. Et ouais, c'est un fait, quoi. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne l'être humain, je pense, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça fait du mal, et à quel degré ça fait du mal, quoi. Moi, je voulais te poser une question, Julien, par rapport à notre, rencontre, à n tous Ouais. les 2. Je voulais bien que tu remettes un peu de contexte, ce dont tu te rappelles toi, parce que moi, je me rappelle de trucs, mais la réalité, c'est que mon cerveau me fait défaut parfois, donc je vais te laisser raconter l'histoire, de la rencontre et dans quel contexte on s'est rencontrés, si ça t'embête pas? Ouais, en gros, moi, je me souviens que donc, j'ai commencé à avoir mes 1 clients en dev parce que j'avais mis, développeur, PHP sur, Skype pour faire un peu, j'étais quoi? 13-14 ans pour faire un peu, voilà, je suis un mec chaud et en fait, il y a un premier mec qui m'a contacté, donc qui n'est pas toi, mais pour travailler. Il a dû taper développeur PHP sur Skype et puis tomber sur moi, puis moi j'ai pris la mission et je sais plus comment on s'est rencontrés mais ça doit être quelque chose dans la veine, c'est peut-être, putain je sais plus, peut-être C'est Anto peut-être une qui mise en relation, mais je ouais, sais Pour c'est une moi, mise en c'est justement, relation. quelqu'un, Peut-être Anto, mais hein, je me que je souviens connaissais plus depuis qui était longtemps. le ouais, si tu connaissais déjà Anto, à ce Quoique, moment-là? Donc c'est possible, Non, ouais, je en pense vrai. pas, non. bah, on se connaissait pas plus que ça, mon Bon, on se connaissait sans se connaître, en fait. c'est ça. Ouais, les pseudonymes, quoi. Voilà. Les pseudonymes des forums sombres de Dofus. Je vois. Mais sûrement une mise en relation, peut-être de mon premier client, je sais plus, mais j'étais assez jeune quand tu m'as contacté pour faire du Ouais, coup, carrément, ouais. le Tu même forum, Impactium. largement Il y mineur, avait je il y avait crois. il y avait Ah une oui, oui. histoire de techno de forum, je crois aussi. Ouais, oui, c'est sûr, c'est Ouais, ouais, ça. c'était pour faire, Ouais, Impactium, sous, ouais, Ouais, mais Xenforo. c'était une techno spécifique, ouais, je crois que c'était un truc comme ouais. ça, ouais, Ouais, c'est voilà. Xenforo, mais je la connaissais pas du tout cette techno et j'ai jamais entendu parler, heu, mais je sais plus quand tu étais arrivé et moi j'étais en mode, «C'est qui ce mec? Il veut un site sur, Xenforo» et moi les CMS ça m'emmerde, tu vois? Tu m'aurais dit un site custom, je t'aurais Ouais. dit: «Vas-y chaud» et en fait je voulais pas le faire moi. Du coup, comme je voulais pas le faire, je t'ai donné un tarif qui me semblait, extrêmement haut, où je me suis dit, «Bah, vas-y, s'il Ah dit ouais? oui, tant mieux et s'il dit non, tant mieux», tu vois? Je suis Énorme. gagnant dans tous les cas, quoi et je t'avais dit, c'était, 500 € le forum, je me souviens. Donc c'est ma plus grosse, 1re presta. En fait, c'est ridicule, vu le temps que j'y ai passé, 500 balles, mais faut savoir que j'ai commencé à travailler à 4 balles de l'heure, heu, en tant que dev. Ouais. Du coup, 500 € le c'est un bon prix forum. au Pakistan. Ouais, c'est ça et je me faisais payer en mandat cash La Poste. OK. Parce que j'avais pas 16 ans, j'avais pas d'auto-entreprise et cetera, enfin je pouvais pas facturer, heu et ouais, du coup, j'ai fait ce forum, qui était, c'était Fonctionnel. chiant honnêtement. Mais j'étais content d'avoir pris 500 balles. Non, en vrai, le forum, en tout cas, à la fin, il était cool. Enfin, en vrai, on avait un Mmh. chouette forum par rapport à ce qui se faisait. Enfin, même là, tu vois, aujourd'hui, les forums, la majorité, ils sont dégueulasses, même visuellement et tout. Là, le moteur était Mmh. plutôt chouette. Enfin bon, c'était très cool.
Et toi, c'est comme ça, du coup, que tu as un peu découvert le monde de la monétisation ou pas du tout, c'est venu plus Ouais, tard? ouais, exact. En gros, moi, je connaissais pas du tout avant le monde de la monétisation, beh, comme je te dis, je travaillais pour 4 balles de l'heure, donc je m'étais pas, c'était pas des questions que je m'étais posées. Moi, j'étais vraiment l'univers, hacking, développement et cetera et je pensais pas qu'en fait, ce que je savais faire, ça pouvait rapporter des sous et c'est quand j'ai fait, votre forum où après, en gros, je suis parti, j'étais au Futuroscope avec mes parents et je me faisais chier dans les queues, c'était long et je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi le forum que j'ai fait?» et j'ai passé toute la journée, justement au Futuroscope, dans les files d'attente, à regarder le forum. Je me souviens, il y avait du soleil, je voyais à peine l'écran et je lisais ce qui se passait. Je me disais: «Putain, mais ça a l'air intéressant ce qui se raconte là-bas» et dès que je suis rentré chez moi, en fait, je me suis inscrit et j'ai commencé, bah, à lire, j'ai lancé mon premier site, hem, de content locking. Et cetera et j'y ai passé vraiment pas mal de temps, bah, sur, Impact IM. De fil en aiguille, j'ai découvert, Script SEO, je suis allé sur Script SEO, j'ai bien aimé l'esprit, SEO, Black Hat, tout ça. Puis j'avais quand tu viens du monde du hacking, poser des backlinks quoi, tu te dis: «Ah ouais, OK, c'est juste ça, je mets un petit bout de HTML quoi, c'est facile». Du coup, de fil en aiguille, j'ai un peu tout lu, tout découvert. Énorme, Et intéressant. Je pose Anto, ma surtout, question, attends. Attends, je vais vas-y, en toi, vas-y. poser une po question. laisse Anto parler parce Ouais, que j'en sinon ai on pas aura beaucoup plus et en ces plus questions. ça elles s'embrouillent bien dedans là, tu vois? Est-ce que c'est pas trop dur d'être, d'avoir une mentalité de hacker dans des projets comme ça, tu vois? De toujours vouloir prendre des raccourcis? Genre quand tu fais du SEO ou n'importe quoi, quoi. C'est possible, je sais pas si je m'étais jamais posé la question comme ça, mais effectivement, le SEO, je trouve ça chiant, parce que je trouve que c'est pas mal de gestion de projet, et c'est quelque chose vraiment qui je trouve ça répétitif un peu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, contrairement au hacking où en fait le hacking ça va être, tu un truc, tu dois le casser et c'est là où c'est le plus plaisant je trouve. C'est par exemple, tu dois craquer un logiciel, vas-y, tu dois trouver comment passer. Enfin, c'est vraiment un challenge, assez important sur une durée, assez qui peut être assez courte. Alors que le SEO, c'est vraiment un travail, de longue haleine, de gestion de projet, d'organisation, donc c'est effectivement, c'est un peu des choses même le marketing pour un dev, pour moi, un dev et un mec qui fait du marketing, c'est souvent des opposés, en fait, parce que, Mmh. le dev, il est là dans du concret, dans du technique, hem, alors que le marketing, des fois, c'est moi, honnêtement, je trouve que j'ai vraiment du mal avec le marketing et j'ai l'impression que c'est de l'arnaque presque, quoi. Alors, Mmh. j'essaye de me soigner un peu où on me dit: ben non, en fait, c'est pas de l'arnaque, c'est qu'il faut vendre ton produit et cetera». Mais moi, j'associe ça à une c'est pour moi, c'est de la manipulation, heu, c'est de la manipulation, quoi. Heu donc c'est ouais, c'est les 2 sont pas forcément liés, je trouve. Tu dis que le SEO, c'est chiant, mais au final, tu as quand même fait pas mal de trucs autour du SEO. Et je voulais juste reparler de bah, déjà, on parlera, après, mais là, avec ton associé, Lucio, tu fais Linkfinder. Mais avant ça, tu avais une, plateforme de vente de liens, on peut appeler ça comme ça? Ouais, Je sais pas, qui était, du coup Synapsis Link et vous aviez une façon très particulière de faire du lien. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu, ce que vous faisiez? ouais, en gros, moi, j'ai rencontré du coup, on a monté ça avec, Moand, Moand Amadouche. On s'est rencontrés, bah, dans mon premier travail où, j'avais fait, des conférences du coup au Google Black Day. On m'avait proposé, pas mal de travail, j'en avais accepté un, je travaillais avec lui en binôme, avec un autre dev, qui m'a beaucoup formé d'ailleurs et Hem, lui, il faisait pas mal, de PBN et cetera et moi, je le voyais galérer et je lui disais: «Mais tu veux pas, que je te fasse une machine quoi, qui monte, les PBN?» et moi, c'est ça qui m'a plu, dans le SEO et c'est ça que j'ai un peu toujours fait, c'est de Mmh. faire des machines et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de faire des process, les automatiser alors que, le SEO brut, ça m'intéressait pas et du coup, le concept de cette plateforme, c'était que tous les spots étaient à nous. Et en gros, on vendait que des liens, qui étaient, testés et on prouvait qu'avant de faire payer chaque spot, que le lien poussait. C'est-à-dire que si le lien poussait pas, on ne vendait pas le lien. Pour ça, on avait un process assez,
complet, qui s'inspire, du process, de Matt, Diggity. Peut-être que je le dis mal, mais qui est de faire, pas mal de liens, c'est globalement du lien homepage, ultra thématisé avec des spots, où, le nombre de liens est très limité. Enfin, c'est vraiment, un process très carré, que ce soit même dans la sélection, des expirés et cetera. Donc moi, j'avais fait toutes les machines qui gèrent ça. On avait pour dire, chaque spot était sur, une IP de classe C différente. Ça veut dire qu'on achetait des IP, même des fois on les jetait à la poubelle, parce qu'on disait: «Bah non, on a déjà une IP de cette classe C, donc je vire cette IP» et cetera. Enfin, c'était un process ultra rigoureux et ça n'a pas marché du coup, parce que, ça c'était seulement C'était de la trop bien. location de liens en home Ouais. et du coup, dit location, enfin, c'est un business model qui se fait pas trop. Enfin, ça se fait, mais je pense que ça nécessite plus de communication que ce qu'on a fait et on vient avec un process qui est très spécifique, très particulier. On communique pas assez dessus, du coup et aussi c'est un peu plus cher. Du coup, tout ça a fait que, ça n'a pas fonctionné, bien que je pense que le process était, méga, méga intéressant. Ah ouais, mais juste pour savoir, sans donner le process complet, mais comment tu évaluais que ça poussait, vraiment, ton site? C'est juste tu faisais un lien sur une page, tu voyais ça montait, c'est que ça poussait, quoi? C'est ça. Après, en gros, on est obligé de sélectionner, les cibles, en fait, qui nous permettent de faire le test. Ça veut dire qu'on avait des alors je saurais plus te donner les critères exacts comme ça, puisque c'est pas moi qui gérais cette partie, mais on avait des critères très précis, c'est-à-dire que, il faut pas que la page qu'on va essayer de pousser ait reçu de lien depuis X temps, il faut pas qu'elle ait eu de modification de contenu et Mmh. d'autres choses. Faut pas que le domaine ait l'air un peu, spammy, quoi. Si on voit que le domaine, général, il est sur la baisse, on va pas faire un test dessus. Et c'était une encre opti en homepage et on remarquait le boost au bout de quelques jours où tu voyais que sur le mot-clé où on a fait l'encre opti, ça montait et on traquait en fait la position, au début avant qu'on fasse le lien. Puis on traquait sur, genre quelque chose comme 2 semaines et on voyait le site, qui montait, quand le spot poussait et honnêtement ça poussait, très souvent. OK. Ah, c'est intéressant, mais en effet, le business model, je pense que le fait que ça soit de la location, c'est ce qui bloquait. Ouais. Mais c'était je sais pas comment vous auriez pu le rentabiliser en réfléchissant. Tu penses qu'en faisant plus cher, mais par exemple en one shot, sur le long terme, vous auriez pu être, gagnant? Ou c'était quoi les contraintes à faire de la pourquoi faire de la location, en fait? De la location parce qu'on était limité à en fait, en fonction de la puissance du spot, on limitait, de 3 à 7 liens par spot. Donc en fait, contrairement à t'achètes ton nous on avait des domaines qui étaient très chers, des fois genre, enfin très chers. Pas je pense pas qu'on avait des trucs à 5K, mais je pense qu'on avait peut-être des domaines à 1K des fois, des trucs comme Ah ça. ouais, OK. Donc si sur ton domaine à 1K, tu vends 7 liens seulement, bah, en fait, c'est tu pour le rentabiliser, tu es obligé de faire de la loc, où tu peux pas vendre un lien lifetime dessus, quoi. Avec tous les Ouais, ouais. coûts, chaque, site a son IP de classe C différent, enfin la totale, en sachant qu'on thématisait les sites avant de les lancer, donc on avait des articles sans lien et cetera et tous les articles étaient en home. Hem, du coup, ça me paraît enfin, c'était le et c'est comme ça qu'il me semble, enfin, quand tu loues du lien home, quoi, souvent c'est la loc, donc ça aurait été difficile, je pense, de faire du one shot ou alors de le faire très Mmh. cher. Mais du Ouais, coup, c'est ça veut ça. dire qu'au bout d'un moment, tu es plus rentable. Donc en gros, ça veut dire que tu dis, lien lifetime, mais en vrai, tu le vends pour, X temps, en réalité, quoi. Ouais. OK. Bah, ouais, ouais, mais c'est dommage, ça se trouve, il y aura un autre truc à faire plus tard, hein. Parce que quand ça sera vraiment démocratisé, peut-être la location, homepage ou parce que là, ça reste, un petit peu, une micro niche et même, en général, ceux qui font ça, c'est plus pour, trafiquer du Trustflow que pour vraiment, push enfin, bon, c'est pas totalement vrai, mais il y en a pas mal où c'est juste pour trafiquer des Trustflow qui prennent des liens home, par exemple. OK et vas-y Arthur, si tu veux. Vas-y, vas-y. Bah et du coup, C'est tu bon. veux nous parler là un petit peu de la suite, enfin d'un autre SaaS que tu as fait du coup qui est Linkfinder? Ouais, chaud. Il faut que je fasse la promo, Lucho, il m'a dit: «Il faut que tu fasses la promo». Toi qui aimes bien faire du marketing, vas-y fonce. Ah, j'aime pas ça. Heu, Linkfinder, c'est cool. Non, en gros, c'est, moi, ça faisait longtemps que j'ai une to-do list, j'utilise, Focus, Pomodoro, qui est une application top que je recommande. En gros, c'est un truc où tu c'est des to-do list, mais ce qui est bien, c'est que tu as l'extension Chrome et l'application mobile
Comme ça, sur mon téléphone, sur ma page d'accueil, je peux mettre mes tâches et cetera, je les retrouve sur mon navigateur et je mets plein, plein de projets. J'ai des tonnes de projets, je dois avoir, 500 trucs à faire dans ma liste et ça faisait longtemps que j'avais ce truc-là de, comparer les prix, de plateformes de liens parce que je me promène pas mal sur Twitter. Je voyais des gens qui disaient: «Mais faudrait faire ça» et il y a un soir, je me suis dit: «Bah, vas-y, je le fais». Je le fais et donc j'ai fait ça, j'ai fait la version 1 en 2 3 jours, un truc comme ça. Le vraiment le la base de la base quoi, sans interface et cetera et après je vois que du coup, le Lucio, dit sur Twitter qu'il va le lancer aussi et moi je suis là en mode: «Merde, je l'ai fait, mais j'avais pas vu qu'il allait le faire quoi». Du coup, je le contacte et je lui dis: «Bah, je suis désolé, je viens de voir ton tweet, c'est enfin, je suis pas là pour, essayer de te passer devant ou quoi, faire, de lancer le truc avant toi, de jouer à celui qui va le plus vite ou quoi et moi, je viens de le faire donc je préfère te prévenir parce que, je trouve ça plus, correct» et du coup, bah, il était content, que je lui envoie un message, tout ça, on a échangé et il m'a dit: «Écoute, viens, on le lance ensemble, quoi. Moi, j'ai pas le truc qui est fini, on n'a qu'à le faire ensemble et ça sera mieux, bah, que de faire, 2 trucs, similaires, quoi» et du coup, on a lancé le tool, assez rapidement. Il m'a proposé de s'associer. Moi, j'étais là en mode: je sais pas, quoi, je le connais pas». Ah, vous Hem, vous connaissiez pas du tout? non, je le connaissais pas du tout. OK. Après on a échangé, on s'est appelé quoi, j'ai essayé de prendre la température et moi je me fie souvent à ma première impression. Heu, je pense que l'instinct, c'est quelque chose, d'hyper important et des fois, il y a des mecs, je parle, 20 minutes avec eux et je sais que ces mecs-là, je veux plus jamais leur parler. Et à l'inverse, des fois, je me dis: «Ouais, ça a l'air d'être un mec honnête, et travailleur pour le coup». Du coup, je me suis dit: «Vas-y, bah, go tenter et on verra bien, ce qui se passe. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre» et du coup, on a lancé ce tool, en gros, qui compare, le prix d'un lien en fonction des différentes plateformes. Ça, c'est la base du truc et là, bah, il y a à l'heure où on parle, la version 2 est sortie où, en gros, on a ajouté tout un tas de fonctionnalités, en fait, où moi, je trouve, du coup, pour, avoir fait pas mal de tests puisque je le dev, je trouve que c'est même un outil pour trouver, quel lien tu dois acheter plus que là où il est le moins cher. C'est-à-dire que, par exemple, la nouvelle fonction qu'on a sortie là, le SERP Scanner, tu mets, un mot-clé, par exemple, acheter du CBD, ça va te prendre le top 10 de la SERP, ça va récupérer les backlinks des 10 premiers qui sont dans la SERP et ça va checker si tu peux acheter ces liens ou non. Donc la puissance du truc, c'est que, imaginons, tu vas sur, une plateforme de netlinking, tu tapes, CBD, bah, tu trouveras pas, le spot, lepetitjardin, .fr qui est spécialisé en jardinage et donc en sachant que ça déjà, tu l'auras pas sur une plateforme si tu y vas, mais là en plus c'est tu cherches sur toutes les plateformes en même temps avec une fonction que tu n'as pas normalement. Du coup, je trouve ça hyper puissant, pour, rechercher en fait et faire sa stratégie de lien en allant chercher, pas forcément les moins chers, mais les meilleurs rapports qualité-prix, avoir un peu de partout et par exemple, je sais pas, je te prends une plateforme, Devlink, qui ont en fait, moi je me suis aperçu qu'ils avaient, plein de trucs, que bah, enfin, ils ont des spots, que par exemple d'autres n'ont pas et pareil chez d'autres et tu en fait, tu as des bonnes affaires partout et c'est ça qui est cool je trouve, plus que juste la fonction, dire: «Ouais, moi je veux acheter le moins cher». Heu, je Mmh. pense que c'est cool Et pour comment ça se chercher. passe pour, votre outil? Il est payant? C'est un abonnement? Comment on accède à tout ça? Ouais, c'est ça, c'est 15 € par mois la première version. Donc là, à l'heure où on parle, il y a les nouvelles offres qui sont sorties, donc il y a 15, 49 et 99 par mois, donc ça dépend de l'utilisation. À savoir que déjà avec le code WIZARDS, vous avez 30 Ah, bah C'est ça fait pas vrai, plaisir. incroyable. et que, en gros, j'ai fait des sims, en gros, on était censé en fait faire 15 € pendant, quelque chose comme une semaine, offre, de lancement et cetera. Parce que c'est un enfer à pricer, parce qu'en fait, tu as pas trop de trucs similaires, donc tu peux pas dire: «Bah, lui, il fait tel prix, donc moi, je fais ce prix». Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté, en fait, bah, des stats sur ce que font les utilisateurs avec l'outil. Donc qui fait, tant de recherches, de telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Donc avec ça, je suis capable, bah, de dire: «OK, combien de personnes, passeraient à l'abonnement supérieur?» Donc en gros, par exemple, là, l'abonnement à 49 €.
Actuellement, il y a 7 8 qui en ont besoin vraiment et c'est des gros cochons donc c'est pas volé. Et tu sais que Donc voilà un peu. la fonctionnalité dont tu as parlé de scanner les concurrents et tout, en fait, c'est Linkfinder, j'ai pas l'abonnement et en fait, c'est dans ma liste des achats à faire parce qu'en plus de ça, j'achète du lien, pour certains projets, que j'achète assez cher parce que je fais pas ce travail d'aller, chercher sur les différentes plateformes. Qu'à chaque fois, je me dis: «Bon, il faut que je prenne le tool et tout» et puis les journées passent et ainsi de suite et je le fais pas et je me suis dit: «En fait, ce qui serait vraiment bien avec le tool, c'est un truc où tu vois tes concurrents et tu vois les liens qu'ils ont achetés et que ça scanne en automatique» et en fait, j'apprends que là, c'est votre V2 quoi, ça, en gros. Non, mais en gros, on l'a déjà actuellement le scan de concurrents où tu peux mettre par OK, exemple, tu pouvais mettre, 3, concurrents à toi par exemple, ça va extraire leur OK. backlink et scanner leurs liens. Mais, là, la nouvelle qui vient de sortir, c'est genre, tu scannes carrément tous les concurrents Tout de le la top SERP d'un 10. coup Ouais, ouais. avec Ouais, un mot-clé, c'est quoi. un peu comme le truc de Rocket League. Ils avaient ça là, Oui et avec non, je l'extension trouve. Chrome, Ouais, non? mais ça te Bah, sert tu juste juste à juste que c'était chez eux, quoi. ouais, bah, c'est juste que quand tu te promenais sur la SERP, tu pouvais dire: «Bah, ça, du coup, j'ai envie de l'acheter» et tu Ah ouais, ouais. c'était plus comme Ouais, ça parce que, t'avais. du coup, Mmh. c'était Ouais, plus ouais, c'est tu vrai. tapais une requête, par Ouais. exemple, tu un site de CBD comme Ouais, tu c'était disais, plus pour Julien. du lien positionné au final. Ouais, voilà, Ouais. ouais, c'est ça Ouais, ouais. Ouais, ça on peut et faire c aussi, tu peux mettre, 50 mots clés d'un coup et ça va te scanner, le top 100, de tes 50 mots clés par exemple. Mmh. bon, en tout cas, je vais prendre mon abonnement avec le code promo Wizards, du coup. Formidable. OK, Heu, c'est très cool, en tout cas, comme tool. ouais. C'est ouf que personne ne l'avait fait avant. Je suppose que le plus chiant, en fait, c'est juste d'aller démarcher les plateformes. Il y en a plein qui doivent refuser, non? Alors, la V1, elle a été faite, sans démarchage. OK, Ça veut avec dire Mode scrapping hacker. et voilà, je me suis connecté sur le site, j'ai pris ma feuille, mon stylo, j'ai noté chaque lien un par un avec les prix et Bien sûr, oui. Bien sûr. mais L'escroc. en gros, on l'a fait parce qu'en fait, je pense que c'est plus genre, par exemple, maintenant, c'est plus nous qui démarchons des plateformes, c'est même les plateformes qui viennent nous voir en disant: «Bah, je veux être là». Donc c'est plus facile, en fait, quand tu as le produit de démarcher, alors ouais. que quand tu as rien, en fait, imagine, tu as rien et tu vas voir une plateforme, tu lui dis: «Bah, je vais faire un site et en fait, je vais te comparer avec tous tes concurrents». Mmh. Et globalement, bah, c'est plus dur et donc là, donc il y a encore une partie qui se fait en scrapping, mais c'est des plateformes avec qui on a un accord et qu'ils sont OK. Que tout le monde est d'accord, en fait, là, maintenant, qui est sur Linkfinder. Juridiquement, s'ils étaient pas d'accord, je sais pas comment ça se passerait. J'ai regardé un peu les cas de jurisprudence et cetera. Je pense, ça passe, mais dans le doute, les plateformes qui nous ont dit: «On veut pas être là», on leur a dit: «OK, vas-y, tu pas là». Parce que, on n'a pas envie de enfin, moi, les tribunaux, tout ça, je trouve ça chiant. Ouais. Ça a couiné en plus, hein, j'ai vu au début quand vous en parliez sur Twitter et tout, il y en avait pas mal qui couinaient en mode: «Ah oui, mais moi, c'est pas normal». Après, il y a beaucoup Ouais, de queeners aussi, hein. ouais, ce qui est marrant, c'est Ça que couine pas mal, ouais, ça couinasse par là-bas. C les éditeurs qui ont queené, ils ont pas retiré leur site, de la plateforme. C'est-à-dire qu'on a une fonction, donc si vous êtes éditeur, vous voulez pas apparaître sur l'outil, pas de souci. Vous 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 allez abonnez et vous allez non, 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 désavouer les tu pas besoin de t'abonner, tu peux faire sans être abonné et tu peux dire: OK, «Bah, mes sites, je veux pas qu'ils apparaissent» et au final, aucune des personnes qui n'a râlé, n'a supprimé, ces sites, quoi et on a très peu de OK. suppressions, et puis s'il y en a qui veulent supprimer, allez-y, on a 110 000 sites. Ah ouais. On en a 50 qui ont dû être supprimés à tout casser, donc c'est pas peu importe. Ouais, OK. Ouais, c'est cool. En effet, chouette outil. Bravo. Alors, est-ce que là, c'est la question est peut-être un peu plus sensible, donc tu pas, si tu Ouais, veux le garder pour toi. Moi, en tant que qu'intéressé du monde du SaaS et tout, est-ce que vous êtes transparent sur ce que rapporte Linkfinders, puisque c'est du MRR ou alors, c'est pour l'info et vous la gardez pour vous et tu vois, savoir où vous en êtes aujourd'hui de votre, de tout ça quoi, en termes de chiffres? OK, j'en ai pas parlé avec Lucho, alors je vais prendre Ouais, la mais décision sans lui. ouais, On a ah, à peu ouais, près, 200 abonnés quoi, plus ou moins. OK, Donc en gros, 4K, quelque chose comme ça fait pour l'instant. OK. Donc brut du coup, sans, les frais machin Ouais, truc. bien sûr. Bah, ce qui est chouette en réalité, Ce qui est puisque c'est quand déjà même pas mal pour un c'est un lancement, parce marché, que c'est j'ai un un outil réceptacle qui Ouais. de est SaaS. assez récent et tout, donc c'est cool, hein, bravo à vous. C'est déjà de jolis résultats et puis,
Vous allez Top. internationaliser ça? Parce que ça se trouve, c'est le genre de tool aussi qui peut intéresser, tu vois, d'avoir les autres plateformes, et notamment je parle de WordPress parce que c'est la seule que je connais à l'international, mais je suppose qu'il y en a d'autres et c'est peut-être un tool qui est enfin, qui peut être push à l'international, notamment parce que, bah, l'achat de liens et tout ça, c'est quand même, c'est très développé en France, mais c'est quand même assez développé dans d'autres pays aussi. Ouais. En gros, à l'heure où on parle, là, j'ai charbonné dessus pendant un petit moment pour, du coup, faire le site qui était codé, de manière, dégueu en version, internationale avec le multilangue et cetera. Donc là, c'est fini, c'est en prod. On peut choisir maintenant sa langue entre français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais. Du coup, là, ça, c'est cool. Maintenant, tout le process, il est fini. Il faut juste que on intègre et peut-être qu'à l'heure où on sort cette vidéo, c'est déjà le cas. J'ai 5 plateformes sur la to do, donc WordPress, avec qui on a un partenariat et que j'ai trouvé, hyper, pro d'ailleurs dans leur, je pense que enfin, techniquement, je trouve que c'est hyper propre ce qu'ils font. C'est les seuls qui m'ont bloqué avec leur anti-bot, ça, c'est très fort. Heu même les contacts qu'on a eu avec eux et cetera, bref, on va les intégrer, c'est en projet. Il y a 3 plateformes espagnoles, il me semble, qui arrivent et une plateforme, FR ou 2 qui arrivent encore aussi et du coup, ouais, on est en train, d'essayer internationaliser le truc en sachant que, bah, là, comme le process, il est fait, pour la France, c'est assez facile, enfin, il y avait juste la traduction du site, le multilangue et cetera à Ouais. gérer, mais c'est assez facile de scale à l'international. Il faut juste qu'on démarche, Lucho s'en occupe de Et démarcher, toutes les plateformes, possibles. et vous prenez des éditeurs en direct? Non. OK. On fait pas ça, c'est une possibilité d'amélioration. Après, il y a toujours ce truc de, en fait, nous, on utilise les données des plateformes, donc en fait, il faut pas qu'il y ait aussi, je sais pas comment ça peut être fait pour qu'il y ait pas de conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'une plateforme qui nous donne ces données, pour qu'on fasse, du comparatif de prix et qu'on leur «envoie des gens» entre guillemets, bah, si on commence en fait à démarcher, nous, par exemple, toutes les personnes qu'on a dans notre base Ouais, de ouais, données ouais. grâce à eux pour vendre en direct, je pense que Mmh. ça peut être Mmh. un peu, border au niveau du truc. C'est comme si, demain je monte une plateforme, de liens où je dis: «Bah, regardez, j'ai tous les spots». Bah oui, j'ai et au meilleur Mmh. prix parce que, j'ai la base de données, de tout le monde, quoi. Donc, Et de j mon point de vue, tu as aussi autre chose, c'est le fait que la plateforme se place aussi comme un tiers de confiance. c'est J'imagine ça, que tu bosses pas avec n'importe quelle plateforme non plus et qu'un Mmh. lien acheté à 300 balles, concrètement, si le mec disparaît dans la nature, si tu l'as acheté en direct, c'est très différent que si tu l'as acheté à une plateforme Mmh. qui est là Mmh. pour, justement gérer ce genre de problème aussi, quoi. clairement. Donc, OK. Et vous avez mis, de l'affiliation? Dans le sens, et imaginons, heu, tu parlais de Devlink tout à l'heure, moi je suis pas dessus, j'ai jamais Ouais. acheté un lien chez eux. Est-ce que si je vais sur Linkfinder, que je vois qu'un concurrent a acheté un lien qui est disponible chez Devlink, moins cher que chez les autres, est-ce que si je clique dessus et que j'achète, vous touchez de l'affiliation? Alors ça dépend des plateformes. Là où c'est possible, on l'a mis. OK, D'ailleurs, le lien d'affilié est randomize, ça veut dire qu'un coup c'est pour Lucio, un coup c'est pour moi. Heu et ça dépend. En fait, par exemple, tu as des plateformes qui proposent un lien d'affili, mais le lien d'affili va être que sur, la page d'inscription et tu peux ouais, pas, par exemple, rediriger vers, la page, où tu as directement le spot OK. avec le lien d'affili. Du coup, dans ces cas-là, on le met pas, pour, faciliter, la navigation. Parfois, il y a pas aussi, mais honnêtement, si le projet était fait, qu'avec de l'affiliation, heu, ça serait mort de chez mort. Vraiment, les revenus sont, j'ai envie de te dire que presque à zéro quoi, en affi, Mmh. Ouais, mais c'est du parce que rev je share la pense plupart du temps. ouais, mais en fait, la plupart ont déjà un compte sur les plateformes, je pense, qui utilisent Ouais, c'est l'outil vrai. Ouais, et du coup, vraiment on a, ouais, c'est proche du néant quoi, ce qu'on fait, en affi. ça paye un petit café de temps en temps, quoi. J'ai pas Et encore payé de encore. café avec. OK. Top. Bon, bah, écoute, Lucio pourra être fier de toi. La promo était plutôt convaincante, je trouve. Si tu veux bien, moi, je suis assez chaud que tu nous parles. Alors, on t'a peut-être c'est peut-être que certaines personnes qui regardent le podcast aujourd'hui se disent: «Mais putain, mais ce Julien, il me dit quelque chose, j'ai déjà vu sa tête». Puisque tu es quand même, passé chez Micode il y a pas si longtemps.
Donc Yes. Micode, pour ceux qui connaissent, c'est un très gros youtubeur aujourd'hui sur toute la partie tech. Et je suis très chaud puisque tu as fait une vidéo qu'on mettra en description de ce podcast, qui était assez chouette, une de tes premières vidéos, si ce n'est la première C'est la d'ailleurs. première, ouais. C'est la première sur laquelle tu parles de ton expérience avec des hackers chinois. C'est bien ça, hein, je me plante pas, Yes, Julien. c'est ça. Est-ce que tu serais chaud de nous résumer en 1 minute, tu vois, cette histoire? Parce que les gens, si que ça intéresse, ils iront voir ta vidéo directement. Mais qu'on puisse, tu vois, derrière, j'ai potentiellement des petites questions à te poser là-dessus, mais histoire que les gens aient le contexte de ce truc-là, c'est quand même assez incroyable cette histoire. Ouais, bah, en gros, ça, c'est une histoire qui date de 2022, quand j'étais au Maroc, du coup. Je jouais au poker à fond et je reçois, un message du coup, bah, de Dimitri Maillet, qui me dit qu'il s'est fait péter ses sites et il me demande, de l'aide et du coup, bah, puis là, moi, je prenais plus trop de prestats à ce moment-là et j'avais même plus de boîte et cetera, du coup, je lui dis: «Écoute, tu un bon timing, tu vois? Normalement, je réponds même pas, mais vas-y, tu un bon timing, je m'en occupe pour toi». Du coup, je m'en occupe, je lui désinfecte le serveur et je tombe, en fait, sur, une URL, d'un site, en fouillant un petit peu et cetera, je tombe par hasard, sur un truc où il y a un dragon qui tourne à l'infini en mode, page de Deface, quoi, genre, Ouais. et je me dis: «Mais les mecs étaient super chiants, vraiment, c'était et je les ai recroisés d'ailleurs il y a pas longtemps sur un serveur où ils réécrivaient les fichiers en boucle à l'infini, c'était une galère à désinfecter. En sachant que d'habitude, c'est plutôt, enfin moi j'ai des tools et cetera, c'est plutôt OK, enfin souvent ça se passe très bien. Mais là, c'était un enfer et j'y ai passé, je pensais prendre une petite mission, pour rendre un coup de main et au final j'y ai passé, presque, la semaine quoi et du coup j'ai creusé un peu donc en voyant ce dragon qui tourne à l'infini et je suis remonté jusqu'à un de leurs, tools, avec du brute force et cetera et je me suis pris au jeu, en fait, d'essayer de remonter, qui était derrière parce qu'ils avaient laissé traîner des URL et au final, bah, de fil en aiguille, j'ai réussi à exploiter, une faille, introduire, le serveur web, puis introduire, le Windows et je leur ai tout cassé, quoi. OK, ça OK. résume bien. Donc pour tous ceux que ça intéresse d'aller plus loin sur cette histoire qui est assez géniale, tu as fait une vidéo complète sur le sujet sur ta chaîne qu'on mettra en description et tu es passé chez Micode et moi je suis curieux de savoir comment ça s'est, passé pour toi. Déjà l'expérience, est-ce que c'était chouette? Est-ce que, tu es passé dans son podcast, Ouais, score. merci, Underscore. Heu, comment tu as vécu le truc? Ouais, bah, c'était cool en gros, alors moi j'avais, en gros, déjà pourquoi je l'ai fait, parce que en gros c'est moi qui suis rentré en contact avec eux, où je les ai spam de partout sur Twitter, j'ai envoyé des mails à toute la Tu as boîte. infecté leurs ordis et tout pour pouvoir leur parler, C'est presque ça. Mais du coup, j'ai envoyé un message à donc Mathieu qui est, journaliste chez eux, et je lui ai dit, j'ai fait un petit CTA où je lui ai dit: «Si tu n'aimes pas cette vidéo, je m'engage à la supprimer». Et du coup, il a regardé, il a bien aimé, il m'a invité et cetera et donc moi, mon objectif de faire ça, c'était, je pars du principe, je trouvais l'histoire cool déjà, donc j'avais envie de la partager parce que je pense que c'est moi, je regarde beaucoup de contenu sur YouTube et c'est un contenu que j'aurais vraiment adoré voir et souvent, tu vois plein de trucs, bullshit, tu tapes, «jeux pirates» sur YouTube, en vrai, c'est globalement du bullshit. Donc je me suis dit: «Cette vidéo, j'aurais bien aimé la voir», donc j'aime bien aussi la partager et je savais que ça ferait, pas mal de visibilité et je me dis que pas mal de visibilité comme ça pour un truc cool, ça provoque, des opportunités, en fait. Je sais pas lesquelles, j'ai pas l'intention de travailler ou quoi, loin de moi, cette idée, mais je sais que ça provoque des opportunités et en fait, je remets, mon sort au destin et je me dis: «Bah, voilà, on verra bien, ce qui se passe». Et du coup, il m'a invité, je suis allé sur, Paris, du coup, faire, cette émission. Hem, ça s'est bien passé, c'était cool, ça fait 1 million de vues d'ailleurs, sur YouTube. Mmh. Ça a Trop bien. pas mal tourné et voilà, je sais pas si tu as plus de questions, vous avez plus de questions? Anto, une question? Ouais, j'en Ah! avais une parce qu'en plus, il me l'a volé, alors. J'ai mis Oh passage chez putain, ça Micode. y est, il en a plus Mais que ça va, 3. c'est un peu différent. C'était, est-ce que tu avais eu des retombées après cette vidéo? Ouais, en gros, qu'est-ce que j'ai eu? On m'a proposé un contrat qui aurait pu être,
honnêtement, très cool. En Suisse, heu, on m'a proposé, 150 K, voiture, logement. Pas Heu, dégueu. Moi, c'était comme CTO machin, moi je me suis dit: «Mais est-ce que vraiment je vais aller mettre un costard pour tourner dans des bureaux et donner des ordres à des mecs?» Pour moi, c'est vraiment Petite au-dessus de mes capuche forces. sous le costard là, stylé en vrai. Du coup, au début, je voulais leur demander 300 K. Je me suis dit: «Vas-y, pour 300 K, j'y vais». Alors c'est gourmand, hein, mais c'est un peu comme la presta de Forum Impact IM, quoi. Je me dis, j'ai pas envie de le faire, Plus mais de zéro bon, par contre. à ce prix-là, j'y vais, quoi. Et au final, j'aurais dit, que ça m'intéressait pas, que 150 K, c'était vraiment trop peu. Je me suis dit: «Vas-y, peut-être ils relancent, on verra», alors qu'en vrai, j'ai fait pas les 150 K, hein, mais voilà, ma tranquillité a plus de prix, que de l'argent, j'estime. Bah, c'est respectable, hein, je trouve, d'être aligné comme ça avec tes idées et tout, de préférer ton confort et ne pas Mmh. forcément vouloir aller, comme tu dis, tous les jours au bureau pour aller, donner des ordres à des gens, si t'aimes pas, quoi. Ouais, je pense que si je voulais enfin, ça serait si je travaillais vraiment, pour l'argent à fond, quoi. Enfin, je pourrais faire plein de trucs pour essayer de focus plus sur l'argent et cetera, mais c'est pas j'ai du mal avec ce truc-là perso. J'aime vraiment me lever le matin et me dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait kiffer?» Après des fois, oui, je fais des trucs que j'ai un peu moins envie parce que bon, il faut gagner un peu de sous, mais c'est pas ma motivation première parce que j'arrive pas, c'est pas une motivation assez grande pour que je le fasse, Mmh. quoi. Mmh. Bah, Mmh. justement parce que, avant, tu as quand même eu une phase, où tu faisais de la presta de, sécurité informatique, Secure My Data, on est d'accord que c'était ça? Ouais, Et au final, ça s'est mis de côté complètement? je fais encore un peu de désinfection, des fois je fais quelques audits de sécurité. Hem, Là, depuis que je suis en France, j'ai rouvert une petite, auto-entreprise. Je prends quelques prestats de temps en temps. Maintenant, c'est pas mon objectif premier. Genre, j'ai pas de mal à dire à quelqu'un: «Ouais, franchement, je trouve que ton truc, c'est bof, donc j'ai pas envie». Heu et je le fais un peu, mais pareil, je le fais vraiment que si j'ai envie. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai travaillé sur, un mec, qui se faisait, des DOS, mais vraiment, vénère, dans une théma hyper concurrentielle. Et du coup, bah, j'ai travaillé avec lui. Je trouvais ça super intéressant de contrer les attaques, des DOS, ça m'a vraiment fait kiffer. Après, un mec qui me dit: «Je veux faire un audit sur WordPress». Si j'étais une agence, web, je lui dirais: «Ouais, pas de souci, c'est hyper important, machin, vas-y, c'est temps». Et sauf que moi, je fais des choses, utiles, donc je vais dire au mec: «Mais ça sert à rien, tu vas faire 3 mages, de WordPress, ton l'audit est plus valable, non merci, quoi». Enfin, je te déconseille de faire ça et moi je te vendrai rien à ce propos-là. OK. Du coup, oui, je vais un peu où le vent me mène. Secure My Data, j'ai monté quand en gros, je travaillais dans l'automatisation du SEO dans une boîte, ça c'est fini. Après j'ai eu des petits problèmes avec la police. Je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment, mais voilà, j'ai eu quelques soucis et parce que j'avais hacké un site. Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est con parce que moi, j'avais jamais gagné d'argent avec, la sécu, alors que j'en fais depuis toujours». Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est con parce que je pourrais faire des prestats, pour monétiser cette compétence au lieu de faire des trucs, qui servent à rien et qui me font prendre des risques». En plus, j'ai jamais, volé d'argent avec le hacking. J'ai volé des camas Mmh. sur Dofus, mais j'ai jamais volé un seul euro. Du coup, c'est là où j'avais décidé de professionnaliser le truc, quoi. OK. Et au final, ouais, la presta, c'est vraiment pas quelque chose que t'aimes. Enfin, tu bien si le défi est bien, mais ça s'arrête là. Ouais, il y a ça, plus moi ce qui m'emmerde vraiment, c'est souvent la relation, client. J'ai fait beaucoup de prestats de désinfection, par exemple. Souvent j'aime bien taffer avec les SEO, c'est cool. Le mec il me dit: «Ouais, je me suis fait hacker», je lui dis: «Envoie ton FTP». Il m'envoie le FTP, je check, je lui dis: «C'est temps», il me dit: «Oui» ou «Non» et voilà, ça se passe. Mais dès que tu commences à travailler avec un peu plus, de monde, par exemple des agences où tu dois faire un rendez-vous pour avoir un rendez-vous qui te permet d'avoir le FTP, là ça me gonfle et c'est tarif fois 3 parce que, j'aime pas faire des trucs qui servent à rien. Ouais. Heu, ou même, je sais pas, quelqu'un, tu lui fais la désinfection et après il te dit: «Ouais, mais regarde, c'est marqué non sécurisé sur mon site parce qu'il a pas le HTTPS».
tous ces trucs-là, c'est des trucs, Mmh. qui m'emmerdent un peu et avoir mon téléphone qui sonne toute la journée, pareil, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Mmh. Du coup, c'est pour ça que les prestats, j'aime bien, mais que les trucs tordus, sinon, s'il faut faire de la relation humaine, faire des devis, des trucs, la flemme. Ouais. Mmh. Tu parlais vite fait de WordPress. On a quand même pas mal de gens qui nous écoutent, qui sont sur WordPress. Alors je sais que ça a pas l'air d'être ton truc quand même, mais je te pose quand même la question. C'est quoi les attaques communes sur WordPress? Et globalement, comment tu protèges un WordPress, le mieux possible, tu vois? Est-ce que les plugins, je sais plus comment ça s'appelle, sécurité et tout, c'est vraiment efficace? Est-ce qu'au final, c'est d'autres trucs qui marchent? Globalement, là, si tu as, des petits tips sécurité WordPress pour éviter de se faire péter, son site, c'est quoi, globalement? En gros, WordPress, ce qui va être important, c'est de les isoler parce que, la problématique, ça va être qu'on a plein de plugins, voire des thèmes un peu exotiques ou des trucs comme ça. Du coup, en fait, si imaginons, tu as un FTP avec, 100 sites WordPress, tu en as un qui se fait péter, les sites ne sont pas isolés entre eux. En fait, de un site hacké, tu passes à 100 sites hackés et c'est un enfer. Du coup, par exemple, pour ceux qui sont pas techniques, tu prends de switch, tu fais des lunes et voilà, basta. Quitte à les mettre, même je crois que c'est un nombre limité de lunes ou des trucs comme ça. Mmh. Mais, imaginons tu mets ton money site sur une lune, ensuite tu mets, tes 5 PBN qui sont pas ouf, sur la même lune, tu mets ton nom de domaine expi que tu as payé cher sur une autre et cetera. Donc vraiment isoler les trucs. Ensuite, mot de passe costaud. Moi je vois il y a pas mal de recos qui disent, genre, vas-y il faut mettre, soit, un HT password, soit désactiver XMLRPC, soit tout ça. Tout ça c'est des bonnes pratiques, c'est bien. Mais si vous avez genre un mot de passe costaud, tout ça en vrai c'est overkill. Ou juste un mot de passe costaud, unique, hem, qui fait que, bah, tu es safe contre, le brute force. Donc le brute force, c'est quoi? C'est tester toutes les combinaisons de mots de passe pour essayer de trouver lequel est le bon. Ça fait le taf et derrière, moi, je mets un WordFence. WordFence, le meilleur plugin de sécurité. Souvent les autres, je les trouve pas fous. J'ai fait il y a pas longtemps des recherches sur, tu tapes sur Google, security plugin WordPress. Ceux qui arrivent en haut du classement, c'est ceux où il y a NAFI, donc bof, quoi. Mmh. Du coup, vraiment WordFence, vous mettez WordFence en gratuit, ça sert à rien honnêtement de prendre la version payante. Faut bien installer la licence, ensuite on active, le WAF, Web Application Firewall il me semble. On active ça et ça fait c'est une sorte de garde-fou en fait. Ça veut dire que si le mec il fait des attaques automatisées sur votre site, bah, il y a moyen que WordFence ils disent: «Bah, cette requête elle est bizarre, va-t'en s'il te plaît» ou qui bloque, certaines adresses IP et cetera. Donc c'est un bon garde-fou et derrière, mise à jour des thèmes, mise à jour des plugins, on en met le minimum et voilà, vous êtes sécurisé sur WordPress. Moi, j'avais une question, Julien, par rapport au hacking dans le SEO. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur le sujet un moment où un hacker, tu vois, a pu, se servir de ses compétences pour pouvoir ranker? Peut-être qu'on pourra aborder le sujet des saplinks, par exemple, ou ce genre de truc? Saplings, pas la ref. C'est quoi? Sap.ru, tu sais, les trucs russes là. Ah oui, OK, Les ouais, bien Saplings, OK, OK. Qu'est-ce que je peux dire? Parce que oui, mais qu'est-ce que je peux dire? Hem, Bah, si tu veux, en vrai, juste on développe les sapes ou enfin, tu vois, ou les est-ce que c'est une liens, pratique, est-ce que c'est une pratique courante déjà? Tu vois? Sur tes mmh, grosses thématiques. mmh. moi, je sais pas te dire, qui fait quoi parce que j'ai pas trop de contacts, dans le monde du hacking et cetera, mais oui, ça se fait et des fois, c'est à la limite, du légal ou en gros, c'est du hacking, mignon. Par exemple, tu as, comment il s'appelle le forum, le CMS Waka? Waka qui est assez connu Oui. où, en fait, tu peux poster des liens, sur le site, mais en gros, c'est pas vraiment du hacking parce que tu utilises pas vraiment une faille, c'est juste qu'il faut connaître, l'URL à appeler. Ça veut dire que, par exemple, si tu appelles l'URL, post.php, bah, tu peux poser un lien sur le site, alors que, bah, si tu navigues, normalement, bah, ce lien-là, tu vas pas Mmh. le voir, quoi. Donc c'est vraiment borderline, ça veut dire, est-ce que tu peux accéder à la page ou pas? Juste parce que tu connais l'URL et que tu reconnais le CMS? Fait des trucs comme ça. Hem, Maintenant des exemples je peux pas vous dire toutes les cochonneries que j'ai fait, comme ça.
Bien sûr. Mais il y a des trucs assez forts, rien que l'utilisation de failles XSS, ça peut être des fois, pas méchant, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons que tu mets un commentaire sur un blog et que, tu utilises toi-même la balise, A, pour mettre ton lien. Bah, en fait, ça peut être apparenté à une faille, XSS, donc qui est d'injecter du code sur un site. Si le truc est bah, par exemple, si tu le mets dans le pseudo, bah, en fait, c'est l'exploitation d'une faille XSS, quoi. C'est pas censé être possible, de mettre un lien, mais sur ton pseudo, ils ont oublié de échapper le HTML et ça marche du coup et tu peux aller plus loin avec des trucs comme ça. C'est un peu ce que tu avais fait sur, mon espèce de Flappy Bird là? Exact, exact, exact. Où en gros, bah, dans le pseudo, tu l'affiches, tel quel, sans le filtrer et du coup, moi, j'avais mis, du JavaScript où, ça faisait une redirection, par exemple, avec, juste, un petit bout de code, quoi. Mmh. Et du coup, tu allais sur la page de mon jeu et genre juste tu étais redirigé sur sa page, sur ta page de cybersécurité quoi. Genre il avait C'est ça complètement fuck mon truc. OK. et je suis déçu, je Mais voulais mettre ta tête. Ouais, ça aurait été J'ai incroyable. j'ai Ma après tête à tu la place de patché. l'oiseau là. Ouais, ouais. En Je plus, ce qui était bien, c'est que le code, en gros, la taille, de l'objet était vraiment pris en compte et comme ta tête, je l'avais mis en gros, elle avait du mal à passer entre les tuyaux. Énorme. Mais juste, petite, aparté par rapport, à des choses sombres, il y a une, boîte, je me rappelle plus du nom, mais il y a je sais pas, 5, 6, 7 ans, je sais plus quand est-ce que c'était, qui était une boîte spécialisée dans ce qui s'appelle le niche edit. Donc en gros, c'est, le concept de la page positionnée, qui fonctionnait très bien, côté anglophone et il y a cette boîte qui se vendait, en gros, qui vendait des packages, par exemple 10 liens niche edit et qui disait: «Bah, voilà, imaginons que vous avez un site, qui parle de chiens. Nous, on contacte tous les sites médias autour des chiens, on contacte les blogs autour des chiens et tout ça et on négocie pour pouvoir, dans un de leurs articles, rajouter le lien, de votre site à vous». Donc ils ont vendu ça pendant des années, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a dit, «Mais moi j'ai jamais accepté, ce lien», en gros, qui avait entendu, je sais plus comment ça s'est passé et en fait, quand tout est remonté, il s'avérait que le mec avait une équipe de mecs qui pétaient des sites en boucle et en fait, bah, toi tu lui commandais 10 liens, pour ton site de chien et lui derrière, il trouvait des failles sur des sites, il pétait les sites et il rajoutait les liens, en pure niche edit et en fait, tout le monde était content sur le papier parce que lui, il avait juste à payer son équipe, il avait pas à faire de l'outreach qui lui aurait coûté des sous, en contactant les sites et les clients, eux, étaient persuadés d'avoir acheté un vrai lien qui avait été négocié, donc parfois ils payaient assez cher pour ça et voilà, ça aurait pu tenir longtemps comme ça, au final, comme truc. Mais est-ce que dans ces cas-là, le client est tu vois, est-ce qu'il y a des risques pour les clients? Je C'est toujours pense une pas. question que je me suis toujours posée, tu vois? Genre, ça s'achète sur Sape, on sait très bien qu'il y a beaucoup de spots qui sont un peu «hack» entre guillemets, mais tu vois, officiellement, c'est pas écrit, je sais pas. D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser, mais sur Sape, donc, dont on parle pas mal dans la formation gratuite, pour tous ceux qui se demandent ce que c'est donc un site russe sur lequel tu peux acheter des liens sur, des homepages, hein, principalement, je Mmh. crois, hein, si je dis pas C'est de ça, bêtises. ouais. Footer, Et là où c'était rigolo, c'est que je crois que c'est toi qui racontais ça une fois, Anto, mais il y a certaines fois où, tu vois, tu sais que le spot, c'est un spot dans telle thématique en France et tu veux pas le prendre avec n'importe quel site parce que tu sais pas trop où ça va tomber. Tu te Mais ouais, retrouves parce des fois que sur il y a des sur certains trucs comme ça et les URL sont cachés, en fait. Donc c'est un peu tu joues au casino, quoi. Tu ouais. Et donc tu peux te retrouver sur un truc énorme avec ton petit site de merde en mode: «Merde, qu'est-ce que je fous là?» Et derrière, tu as un moyen de l'enlever ou pas? Enfin, tu vois, si tu te rends ouais, compte ouais, que tu c'est peux les vraiment modifier et tout, mais bon, c'est quand même border. Surtout qu'il y a pas que des liens hack, en fait. C'est ça qui est chiant, c'est parce qu'il y a les 2 en fait. Maintenant, en plus, ouais. Franck, ça a été il me l'a dit ce matin, mais ça a été renommé et tu peux même acheter des articles maintenant. Donc c'est presque Ah ouais, devenu OK. une plateforme de linking, quoi. Mais il y a tout et il y a à boire et à manger, quoi. Faut faire gaffe, en fait. Ouais, OK. franchement, pour les clients, je suis pas sûr que je pense que ça se joue un peu à la bonne foi, si tu pas au courant, notamment alors si tu passé par une agence qui te vendait des liens. Franchement, c'est eux qui sont en tort, j'espère en tout cas, parce que sinon c'est qu'il y a un gros problème de justice là-dessus, quand tu prends un prestataire, c'est pas pour toi savoir si ce qu'ils font est border. Mmh. Je sais pas, peut-être Ouais. que je me plante, hein, mais Non, je pense pas que tu aies de risque. Pour moi, ça on peut faire un peu, un rapprochement avec, par exemple, si quelqu'un achète, de la drogue, sur le darknet, bah,
alors déjà, là, il fait quelque chose, d'illégal de manière consciente, mais souvent, il risque pas grand-chose parce que c'est, les vendeurs qui vont se faire attraper et pas le client final Ouais, et c'est vrai. même, genre, enfin, c'est je pense Mmh. pas, genre, tu pas censé savoir en plus, et comme tu as tout, l'URL est cachée. Pour moi, ça Ouais, risque mais rien. comme enfin, tu vois, dans le cas de Sape, par exemple, parce que j'entends ce que tu dis, mais tu te retrouves sur le site d'une énorme tu sais, de la mairie de Paris, tu te retrouves en footer avec ton site éclaté. Ouais, Enfin, c'est ça, en eux, fait. ce qu'ils C'est toi voient, qui es Ouais, mais c'est responsable. ton site français avec tes CGV et tout, sur leur site. Ils se disent: «Ouais, mais c'est qui lui? C'est quoi ça?» et enfin, tu vois, ils vont pas aller chercher les Russes, quoi. Ils vont venir chez toi, enfin, Ouais, après s'ils viennent chez toi, ils vont te faire, perquisition, ils vont saisir ton matériel, ils vont chercher des traces, Ouais, c'est super, bien relou quand même. c'est super. ah, ils te C'est rendent pas en rentable plus, le donc lien. faut faire des backups. Mais ouais, mais ils arriveront pas à prouver que c'est toi, en fait. Ouais, OK, mais bah, du coup, allons le faire, hein. On a juste une perquise, c'est bon. acheter tout Ça, c'est d'un le coup pire du comme ça, pire, moi mais tu mais la je prends pense qu'une qu'ils fois. remonteront je suis même pas sûr qu'ils remontent vers toi parce que si c'est un lien, tu vois? C'est s'ils font une enquête sur les logs, de la mairie de Paris, bah, ils verront aucune trace de toi, quoi. Ouais, c'est vrai, tu Ouais. vois? Mais c'est que moi maintenant je fais gaffe parce que je me suis toujours posé la question. C'est vrai au début j'en achetais un peu random et maintenant je fais attention, ouais, parce que tu sais pas ce que tu achètes. Ouais. j'avais une petite question, encore, liée au hacking en général, mais il y a la partie hacking qui impressionne, toujours tout le monde parce que voilà, c'est stylé, c'est cool et tout, mais il y a une partie qui est quand même assez, sous-cotée peut-être, ou je sais pas comment le dire, mais où les gens s'en rendent pas compte, mais c'est tout simplement le social engineering qui est parfois lié au hacking. Mais en fait, tu vois, j'avais regardé, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais j'avais regardé un bout de reportage, d'une boîte qui faisait de la cybersécurité pour des gros groupes, ricains, enfin des énormes boîtes. Et en fait, il disait que la plupart du temps, la faille, c'est pas du tout informatique. La faille, c'est la petite personne, du secrétariat que tu appelles, et à qui tu retournes le cerveau pour avoir des accès dans des trucs, et tout ça, quoi. Clairement. Est-ce q est-ce que ouais, c'est ça. Donc toi, par Plus grosse exemple, faille, c'est l'humain. ouais, OK. Ouais, ça confirme ça. Quand tu faisais avec, par exemple des audits, vu que tu disais que tu en avais un petit peu fait à l'époque, tu faisais vraiment l'audit, purement informatique ou tu poussais un petit peu aussi sur ce genre de truc? J'ai fait un peu de social engineering. Maintenant, je suis pas fan de le faire en audit, mais je l'ai fait et par OK. exemple, un exemple de scénario où, je travaille pour un e-commerce, avec, pas mal, de gens qui travaillent et du coup, je dois faire l'audit. Donc j'ai fait, DDoS, audit, du site, serveur et social engineering. DDoS, je fais plus depuis ce jour-là, je les ai down. Je me suis dit: «Je vais le down à 4 heures du mat, comme ça, s'il down, bah, j'embête personne». Le problème, c'est que le site, il s'est jamais relevé. J'étais obligé d'appeler le mec qui était d'astreinte, que j'avais pas prévenu. Je l'ai réveillé au milieu de la nuit et tout, il était pas content et l'hébergeur a dit: «Non, il y a plus de test de DDoS». Et du coup, il y avait aussi social engineering où là, mon scénario, il était assez simple. J'avais ciblé, en gros, j'avais récupéré donc, le social engineering quand tu le fais sur de la masse, ça commence et même pas sur de la masse, ça commence par ce qu'on appelle l'OSINT. L'OSINT, Mmh. c'est quoi? C'est en gros, c'est de la recherche, d'informations, je saurais pas te dire à quoi correspond l'acronyme, sur les personnes, sur l'entreprise. Donc moi, j'avais listé, tous les employés de la boîte avec des infos publiques, que ce soit, LinkedIn, que ce soit du brute force, de mail ou enfin plein de trucs en gros. Et avec tous ces mails, je les avais contactés donc, un week-end, pour pas qu'ils soient ensemble au même endroit, dans un open space et cetera. Avec, un mail qui ressemblait au nom prénom du patron quoi, c'était, nom prénom du patron arobase gmail.com et j'ai envoyé un mail en mode, bah, là je suis, donc j'avais regardé avant où habitait le patron. Je lui ai dit, il a été vers Paris. Je lui ai dit: «Bah, écoute là je suis en week-end, en Bourgogne. Je suis avec un de nos plus gros clients. Il aimerait bien voir comment on travaille. J'ai besoin de manière urgente des accès, du back office pour que, on puisse lui montrer, comment on travaille et j'avais envoyé ça à toute la boîte et ce qui est marrant, c'est que, j'avais eu qu'une seule réponse et la réponse, c'était quelqu'un qui n'était plus dans la boîte. Qui était passé dans la boîte, mais qui était plus et qui m'a envoyé les accès, par mail. Heu Ah ouais, c'est ouf.
Du coup, bien, des politiques de mots de passe hyper importants, plus le mot de passe, il était pas fou important. Le gestionnaire de mots de passe, ça c'est je pense qu'on le redira jamais assez, c'est que si tu as par exemple, là, j'ai fait la vidéo sur Micode, j'ai eu beaucoup de visibilité, donc j'avais essayé de préparer un peu le terrain en amont et il y a des mecs, ils m'ont envoyé un mot de passe que j'utilisais un peu partout. Ils me l'ont envoyé, genre une liste de 30 mots de passe à moi qui avaient leak, par email, quoi. Donc le ch ça peut être mal perçu, moi je les connais, c'est un ça, j'aurais pas fait ça, mais je vois un peu le profil du mec, il est pas méchant, mais ça peut faire très peur mais ça peut aussi être quelqu'un de plus méchant, qui aurait trouvé ces infos, donc vraiment le mot de passe unique, Mmh. c'est quand les Que les quel DBF manager de mot de passe, tu recommandes? moi, je suis sous ProtonPass actuellement parce que je suis sous ProtonMail, donc je paye l'abo et cetera. Sinon avant, j'étais OK. sous LastPass, donc j'aime bien les 2 en termes d'ergo et cetera. De toute façon, les algos, à mon avis, ils sont assez similaires. C'est-à-dire que, même il me semble que LastPass s'était fait hacker une fois, mais même s'ils se font Mmh. hacker, en fait, ton mot de passe ne fuite pas parce qu'ils sont je veux pas dire de bêtises et me faire taper dessus, mais, même s'ils se font hacker, quoi, tu risques pas grand-chose, donc c'est les trucs top, pour gérer tous tes mots de passe. OK. Est-ce que tu as déjà vécu une grosse déception en SEO, c'est-à-dire une pénalité par exemple? Enfin, tu déjà eu on en parle souvent dans le Wizards Podcast, tu sais, des moments aussi des moments plus durs de l'éditeur où, tu te dis: «Ouf, ça va être compliqué de s'en relever» ou voire même, tu es un peu démoralisé pendant quelques mois, quelques années des fois même. Tu as déjà traversé cette phase-là où tu as tellement fait de trucs, de projets Black Hat un peu automatisés que tu as jamais trop souffert de ce genre de truc? Bah, j'ai eu pas mal de pénas, ouais. Après, ça m'a jamais trop impacté. J'avais un site, bah, un des premiers sites que j'ai fait qui rapportait pas mal de sous, heu, genre, 400-500 par jour, qui a pété et j'étais en mode: «Bah, c'est le jeu, quoi». Genre, c'est vraiment ça m'a fait, je pense pas avoir été impacté pour ça parce que je savais que c'était un truc, une niche un peu border, des trucs, très ma stratégie était plus que border, je spammais partout, je spammais, les réseaux sociaux, ninja linking à fond, enfin j'avais tout l'attirail, du gros cochon. Donc quand il est tombé, j'étais en mode: «Bah ouais, c'est la suite logique» et pour moi, il est tombé d'ailleurs par, dénonciation, parce qu'il y OK. avait plusieurs mecs de la SERP qui étaient tombés le même jour et cetera, donc soit dénonciation, soit, je sais pas Soit trop, gros mais ça nettoyage m'a de la jamais trop SERP, impacté. hein, ça arrive aussi. De quoi? Soit un gros nettoyage de la SERP, ce qui arrive, tu vois? Il y en Nous a eu il y a dans pas cer longtemps d'ailleurs. Ouais, voilà, nous, dans des niches un peu border qu'on avait, par exemple, il y a fort longtemps, dans la même journée, tu as tout le monde qui tombait et en fait, en général, c'était la première page qui était touchée. Du coup, les mecs qui étaient page 2 ou 3, bah, c'est eux qui reprenaient les positions et un grand nettoyage, 1 an après, ça arrivait et tu as des niches où tous les 6 mois, c'est nettoyé comme ça. Clairement. Mais moi, je pense pas parce qu'il y en avait de la page 1 qui avait pas bougé. Puis j'avais Ah parlé ouais. avec un concurrent qui était sur la même niche et cetera et il me soupçonnait de l'avoir, balancé. Donc il y a un monde où c'est lui qui m'a balancé aussi parce qu'il me soupçonnait de l'avoir balancé. Enfin, je sais pas trop. Mais c'était honnêtement, ça m'a jamais trop impacté, je suis très pragmatique, comment on appelle ça? Stoïque. Stoïcisme. Ouais. Et OK. du tu as lancé beaucoup de projets parce que ça, c'était un projet d'affiliation. Ouais. Est-ce que tu as lancé, et ça t'a donné envie après de continuer d'autres projets d'affiliation ou tu avais fait un peu le tour et tu en as jamais trop relancé ou? J'en avais fait un peu, j'avais lancé 100-120 MFA à un moment, j'avais fait une Ah ouais, machine. OK. Ah ouais, Donc avant, tout ce qui est IA et cetera, donc c'était, rédaction à Madagascar avec, une interface, Opti pour, lui dire, quoi rédiger, machin, intégration auto des textes. Donc moi j'ai toujours fait des machines, je les ai lancées, après je les ai laissées mourir. J'ai et je les ai tués d'ailleurs ces sites, Amazon en j'avais un j'exploitais une, petite faille, sur un site, hem sur Google pour pas le citer, où, en gros, j'ai récupéré des données en JavaScript en utilisant, les IP des utilisateurs. Du coup, en gros, je faisais tourner un script. Ah oui, putain, je me rappelle. Tu te rappelles de ça? Mais je peux Bah pas tout ouais. expliquer, mais en gros, je faisais du Ah ouais, je scrap, t'avais remonté en plus, je me rappelle. je faisais du scrap Google Ah ouais, avec mes c'était visiteurs. génial ce truc, c'était incroyable. Putain, on avait galéré de ouf, en plus on t'avait remonté, je me rappelle.
Et c'était fou, les volumes de Ouais. scrap que tu pouvais faire sur Ah ouais, Google, ouais, je ouais, je me scrapais rappelle. des en gros, tu utilises la puissance, de l'ordinateur de ton visiteur, plus son IP résidentiel pour faire des recherches et du coup, c'était illimité, c'était fou, Ah pour ouais, la ouais, gé ouais, je me à rappelle. l'époque, Mais on on faisait avait la récup ta bouillie. base, il me semble même, à un moment. De quoi? On avait même récupéré ta base de mots-clés, à un Ah moment. ouais, c'est possible parce que du coup oui, parce qu'en gros, comme, j'avais une API qui envoyait Ouais, les ouais, ouais, je me mots-clés. rappelle de ce truc sous-marin qu'on avait fait, ouais, mais je me rappelle, je savais pas que c'était toi en plus, tu vois? Je crois que je me suis fait ban tous mes sites pour ça. OK. Mais ouais, les OK. utilisateurs recevaient les mots-clés, ils faisaient la recherche et ils me renvoyaient les résultats de recherche, en gros. Mmh. Ah ouais, Je C'était putain. crois que je l'ai vraiment encore costaud. la base sur mon ordi. Ah, Dans un de voleur. tes dossiers. Ouais, ouais, c'est sûr que je l'ai. C'est des mots-clés pas clean en plus. Ouais, ouais, je sais, ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on te reconnaît. Tiens, j'aurais dû faire Ouais, un bon business propre, ça serait passé, ni vu ni connu. ouais. Ouais. Mais ouais, c'était pour Hem, générer de la bouillie en fait, où j'avais besoin de moi j'avais mon algo de bouillie qui marchait, pas mal, qui avait des plutôt bons résultats et mais j'avais besoin en fait des SERPs et ça coûte Mmh. en fait, on avait des volumes qui étaient énormes. C'est-à-dire qu'on faisait des sites à un moment de, je sais pas te dire, je crois que c'était 100 000 pages par site et on en lançait des tonnes, tonnes, tonnes et du coup, le truc qui coûtait le plus cher, c'était d'avoir les sources, pour faire, ton corpus de texte machin ou je c'était, pour ceux qui connaissent, l'algorithme de Markov, donc c'est ce qu'on a sur le téléphone quand on tape un mot où ça dit, «Je suis» et ça prend le mot qui a le plus de probabilité de suivre derrière. Donc j'utilisais un algorithme comme ça, mais pour ça, il faut beaucoup de contenu, donc des trucs, pertinents, donc la SERP. et tout ça, tu le faisais, vraiment full code avant, tu vois, typiquement de la bouillie, je vois à peu près, enfin, je vois avec des très gros guillemets, mais je vois ce que tu pouvais faire, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, un GPT, ça change ta vie, que ça soit, côté hacking, côté, développement de machines, comme tu dis? Ou est-ce que ça fait vraiment le gros du travail? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que c'est surtout du gain de temps ou est-ce que même en compétences, ça te permet de faire des choses en plus? Alors en termes de SEO, j'ai relancé quelques projets, pas beaucoup, où c'est du en gros, c'est du, comment on appelle ça? C'est des sites faits de manière, c'est du spam quoi, de manière, avec la programmation. Mmh. Où en gros, moi, je vais aller, je vais pas faire beaucoup de sites, mais je vais faire des sites qui font du très gros volume, en multilingue et cetera. Honnêtement, les résultats sont pas fous parce que déjà, je fais pas de netlinking, Bah, donc tu à te ça faire capte indexer? direct. Ouais, ouais, pas de souci. Avec du OK, trafic, tout ça, ça s'indexe nickel. OK. Hem et hem et ça, donc ça pour le SEO, donc la génération de texte et cetera. Par exemple, mon dernier projet, c'est du scrap assisté par IA. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, je vais te dire, «Donne-moi le top, des brûleurs de graisse». Bah, si tu demandes à GPT de te donner les meilleurs brûleurs de graisse, bah, il risque d'être un peu paumé. Alors que si tu vas récupérer genre, le top 5 de la SERP, que tu récupères leurs produits, que tu dis à GPT: «Vas-y, essaye de me». En gros, moi, quand je fais de la génération de contenu, j'ai besoin d'une source tout le temps, et je vais me baser sur des sources, de la SERP et je vais automatiser tout le truc en envoyant le moins de données possible et cetera. Ça, c'est cool. Hem, pour le dev, je dev plus en GPT. Pour moi, ça m'arrive pour des trucs, un peu spécifiques. Par exemple, dès que la logique, derrière, elle commence à être un peu compliquée, GPT, il fait plus le taf. Genre, il va pas être capable de des ré quand moi, je galère à réfléchir à un algo, GPT sera incapable de le faire et il va te donner que des trucs incomplets, machin et il vaut mieux se poser et faire le truc, directement que lui demander de le faire. Par contre, pour des trucs assez répétitifs, c'est top. Genre, par exemple, hier, j'ai converti, une page HTML en un tableau de variables. Bah, là, c'est nickel, quoi, il fait ça super bien. Même pareil, le multilangue, bah, de Linkfinder, il m'a fait, moi, je lui fais des tableaux de variables et je lui dis: «Bah, voilà le tableau de variables français, maintenant je le veux en anglais, italien, espagnol» et après on repasse dessus, par exemple. Donc là-dessus, c'est vraiment top pour des trucs répétitifs, même par exemple des requêtes SQL où je vais les des fois, faire que des commentaires de code et lui dire: «Bah, voilà, regarde, tout ce que je veux faire, dans quel ordre». Je lui fais un peu la structure, mais je tape pas le code et je lui dis quoi faire et il me le fait. C'est vraiment un assistant de fou, pour le code. Ouais. Hem
Et pour le hacking, le problème c'est qu'il est chiant, il veut rien faire. Il est pas d'accord. Mais ça peut être aussi des trucs, sympas, je pense. Même si en hacking, franchement, j'ai essayé des petits trucs, mais c'est souvent capé, je trouve. Il faut des trucs un Et peu plus débridés, je pense. J'ai pas creusé. et avant ça, du coup, parce que là, tu nous donnes plein d'exemples de choses qui sont un peu chiants à faire et du coup, où GPT t'aide. Avant ça, quand tu avais, ce type de cas, tu faisais quoi? Toi, tu te développais un petit tool qui faisait le truc chiant? Ou est-ce que tu as déjà utilisé des Zeno et des trucs comme ça? J'ai utilisé Zeno pas mal. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai rangé. Mon Mmh. premier travail, je travaillais beaucoup avec Zeno où je faisais de l'automatisation sur, des forums, du Spamco, des profils, tous des trucs comme ça, tout piloté par, un serveur web. OK. Mais j'ai lâché assez vite parce que je trouve ça pour quelqu'un qui dev comme moi, je trouve ça assez, limitant, sous-optimal. Hem, je préfère, l typiquement, tu vois, Linkfinder, il y a du scrap, mais à aucun moment il y a Zeno. Au pire du pire, je lance un Puppeteer, donc qui va émuler un navigateur, Chrome, pour faire les recherches et cetera. Mais j'utilise plus du tout Zeno. Après, par exemple, avant, j'utilisais plus de regex que maintenant. C'est-à-dire que, imaginons que je devais convertir une page HTML en tableau de variables, bah, j'allais faire des regex, donc des expressions régulières pour, essayer de récupérer les bons trucs au bon endroit, donc je me casse un peu moins la tête avec ça. Donc il y a certaines méthodes, qui ont changé, ouais, où j'aurais pu faire un algo avant, pour le faire. Maintenant, GPT le fait, donc c'est un gain de temps énorme. Et je pense que dans l'avenir, on peut pas dire que les développeurs seront remplacés par GPT. Je pense que les bons devs auront toujours du travail. Par contre, si tu es un dev qui est pas fou, bah, je pense que ce sera plus dur de trouver du travail parce que ton travail, en fait, sera trop facile à reproduire avec GPT, et que des petites tâches, ne sont plus intéressantes à faire, sous-traiter. C'est OK, comme ça que je vois le truc. ça marche. Comment tu fais ta veille aujourd'hui, Julien? Enfin, si tu en fais toujours, tu vois, donc que ça soit en SEO ou même, ta veille en général? Twitter, YouTube. OK. T'as des contenus sur YouTube à conseiller, tu vois, que ça soit anglophone, peu importe, une chaîne YouTube, un truc? Pas tellement, honnêtement, je fais pas enfin, je veille un peu sur tout, tous les sujets, donc j'ai pas Ouais, de si je fais pas trop de veille SEO typiquement. Veille, dev, pas trop, de toute façon j'utilise des technos qui sont démodés. Heu, veille hacking, Twitter le plus fort où tu as des mecs qui font ce qu'on appelle des write-up où ils vont résumer comment ils ont exploité une faille et cetera et c'est tout de l'écrit. Ils vont publier sur des trucs genre, Medium et cetera. Donc OK, pas spécialement. Et tu es OK. encore sur des forums, par exemple, pour tout ça ou beaucoup moins, vraiment Twitter, c'est suffisant? Non, pas du tout, sur, Discord plutôt. Donc mais OK, je fais plus trop de veille, que ce soit enfin informatique, je fais un peu de veille, poker plutôt. OK, ouais. Heu, ça m'intéresse, mais je regarde un peu tout honnêtement. C'est vraiment Twitter, ma source, principale. Mmh. OK. Bah, on peut en parler vu que tu abordes le sujet, Ouais, carrément. Vas-y, Anto, ta question? Bah, ma question, c'est pourquoi avoir switch, SEO poker déjà dans un premier temps? Ouais, beh, moi j'ai découvert le jeu, pendant le confinement, peut-être un peu avant. Et donc en gros, moi faut savoir que je me suis toujours j'ai des problèmes d'addiction avec les jeux. Pas les jeux d'argent, spécifiquement, mais vraiment les jeux. C'est-à-dire que, Dofus, j'y ai passé, beaucoup de temps, Minecraft, énormément de temps, enfin plein de trucs, j'y ai passé trop de temps. Donc en gros, comme j'étais dans une optique un peu où je dois travailler, je sais que, même une série, par exemple, je vais pas commencer enfin, je peux commencer une série, mais si je commence la série, je sais que j'ai du temps à tuer devant moi parce que je vais pas être capable de m'arrêter et je vais la défoncer. Donc pour les jeux, c'est pareil et le poker, en fait, c'est un jeu qui m'intéressait et j'y joue depuis, longtemps. J'ai eu une mallette de poker quand j'étais petit pour mon anniversaire parce que je sais pas pourquoi, je voulais ça et j'y jouais, en primaire, au collège avec mes potes, l'été sur la terrasse, on jouait mais en vrai, on passait plus de temps nous, on jouait, mais on avait le droit de tricher. Ça veut dire que si tu te mettais des jetons dans les poches, c'était OK, mais il fallait pas se faire attraper sinon tu avais des pénalités et heu et Le du coup, poker du hacker, ça. c'est ça. Et j'ai toujours aimé ce jeu
et je vois, une vidéo qui passe sur YouTube, d'un mec que je suis, qui joue et je me dis: «Putain, mais le jeu a l'air fou, quoi» et en fait, comme c'est un jeu dans lequel tu peux gagner de l'argent, bah, je me dis: «Mais en fait, c'est pas grave si j'y passe beaucoup de temps parce que, c'est pas du temps «perdu» entre guillemets», alors que si tu te lances dans je dis une connerie, Final Fantasy, bah, je trouve, par exemple, la plus-value, assez, alors, je suis personne pour juger, mais en tout cas, pour moi, je voulais pas ça et ça m'intéresse pas non plus le jeu solo. Bref, c'est une autre histoire. Et du coup, bah, je me dis: «Vas-y, go jouer», je joue et moi, j'aime pas perdre. Ça veut dire, si surtout mon argent, donc si je joue, en fait, je jouais un peu et puis après j'allais sur YouTube, je regardais des vidéos en mode: «Vas-y, comment je peux être meilleur et tout, je perds, ça m'énerve». J'ai regardé plein de contenus sur YouTube, FR, de mecs qui review leur tournoi, donc qui vont dire: «Ouais, vas-y, là, j'aurais peut-être dû jouer comme ça, parce que ça» et je découvre, plein de trucs, hem et je rejoins rapidement un serveur Discord, du coup et je me passionne, à fond pour le jeu. Je parle avec d'autres mecs, on échange, sur le jeu et cetera et il y a un moment, je me dis: «Vas-y, je sais la programmation, en vrai, j'aime bien, mais je trouve ça souvent assez répétitif. C'est-à-dire que faire typiquement des espaces d'administration et cetera, ça me saoule. Le SEO, ça me saoule. Du coup, j'étais en mode: «Ouais, le poker, ça a l'air fun et tout, je vais essayer ça» et je me suis dit que j'allais passer pro, alors que je jouais, enfin, les tournois les plus bas que tu peux en France, quoi. Je jouais des tournois à 2 €, 2 €, 5 € et je me suis dit: «Je vais passer pro». J'avais, j'avais un peu de sous de côté, pas grand-chose, genre, 10 K et je me suis dit: «Vas-y». En janvier, je me suis dit: «Je passe pro tant pis, j'arrête de travailler et je vis sur mes économies et on va voir ce qui se passe» et je me mets à fond là-dedans, et ça se passe, assez bien, assez vite. Au bout de 2 3 mois, je joue les tournois les plus chers, en France. Heu et je me fais casser la gueule évidemment, et donc du coup, je repars à zéro assez vite et parce que en gros, ça c'est un truc, on a tous un peu une aversion au risque et donc il y en a qui vont être, et ça se voit beaucoup dans le poker où tu as des gens qui sont très précautionneux dans la vie et tu vas les voir au poker, ils ça va suivre, ils vont être précautionneux. Moi, au poker, je suis ce qu'on appelle un dégène, un dégénéré parce que, je l'expression, ça serait de dire que j'en fous partout, quoi, que ce soit au niveau des tournois que je joue, pour moi, comme j'ai toujours appris en faisant des projets, j'ai appris le poker en jouant contre des joueurs meilleurs et j'ai quasiment, jamais étudié de jeu, là où beaucoup de gens, étudient beaucoup la théorie et cetera. J'ai étudié un peu à ma manière, mais je me suis jamais buté, là-dessus et je me suis jamais trop fait coacher. Et c'est hyper important de se faire coacher au poker. Donc ouais, j'ai vraiment appris sur le tas et le jeu m'a passionné, je me suis lancé et au final, bah, au bout d'un moment, tu es limité en France sur ce que tu fais. C'est-à-dire que les tournois en France sont limités à 250 € en journalier, le tournoi le plus cher que tu peux jouer. Et du coup, si tu veux jouer plus cher, même tu en as 2 à plus de 200 € tous les jours en France. Et il y a très peu de plateformes qui sont dispo en France parce qu'il y a l'ANJ, tout ça, qui, limite un peu tout et c'est impossible, au bout d'un certain niveau de jeu en France, on a dû partir, et je suis parti, du coup, au Maroc avec, des colocs, pour pouvoir jouer les sites, internationaux et pouvoir, continuer l'aventure. Et tu y es toujours aujourd'hui ou t'es rentré du coup? Non, j'y suis plus là. Là, je suis en France actuellement. J'étais, 1 an et demi au Maroc, 1 an et demi à Malte. Où j'étais, bah, joueur de poker, où je jouais, tous les jours, et c'était super. Il y a un moment à la fin, du coup, ça m'a un peu saoulé. Ça, c'est mon problème et c'est que je m'ennuie vite, en fait, sur un sujet. Ça veut dire qu'il y a des choses que je vais être à fond, le truc va me passionner, je vais tout donner et puis après, en fait, le truc va me saouler et j'aurai plus la motivation pour le faire et Mmh. du coup et ça, je pense que c'est dans la vie, genre, je pense que nos bonus, c'est aussi nos malus. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un, d'hyper, par exemple, mon coloc, il est hyper, émotionnel. Ça veut dire, le dimanche, pour les joueurs de poker, c'est genre, le jour du seigneur du poker, quoi. Il y a tous les tournois, tout le monde est là, c'est la folie. Donc mon coloc, le samedi, il arrive pas à dormir, il est là en mode: «Waouh, c'est trop fou et tout, demain, c'est dimanche» et
Et du coup, il a ce truc-là où il va être méga motivé pour lancer, les tournois, alors que moi, j'en ai rien à faire le samedi et ça, c'est du coup, je suis pas très forcément plus motivé le dimanche et cetera. Donc ça, c'est les opposés. Mais du coup, enfin, mon malus, c'est son bonus. Mais à l'inverse, par exemple, quand on arrive à la fin d'un tournoi où, il y a des gros enjeux, moi, je vais pas avoir beaucoup de pression parce que, bah, je m'en fous, en fait. Je suis là pour jouer, pour kiffer et du coup, je vais gérer la pression, assez facilement. Alors que lui, comme il est plus émotif, il aura plus, de difficultés à gérer cette pression et il va être dans l'émotion et du coup déjouer plus Mmh. et donc c'est je pense à chaque fois dans la vie nos bonus et nos malus. Du coup, OK. je suis dispersé, c'est bien, mais c'est un bonus et c'est un malus, quoi. Mmh. Et tu penses que tes expériences, je sais pas si on peut faire un rapprochement avec le hacking, mais sur ce truc de toujours peut-être un peu la recherche de la petite faille, le petit truc, tu vois? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, je connais pas très bien le poker, mais je Ouais. sais que le bluff, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu étais dans cette recherche de l'adversaire, trouver sa petite faille qui faisait que tu sais qu'il bluffe pour, essayer d'en profiter au max? Ouais, en gros, alors au poker, tu peux un peu opposer 2 styles de jeu. Ça veut dire la personne qui joue, c'est un comment dire? C'est un raccourci évidemment, mais tu as la personne en gros qui pourrait jouer, GTO, donc Game Theory Optimal, la théorie des jeux. Tu as des solvers pour le poker où tu peux travailler dessus et le solver va te dire: «Il faut faire ça, ça, ça» et ta stratégie sera inexploitable. Et à l'opposé, tu aurais le jeu qu'on appelle, le jeu, exploit. Donc c'est le même terme qu'en hacking, quand tu exploites, c'est que tu exploites, bah, une faille de quelqu'un et moi j'ai un jeu très tourné, vers, l'exploitation et beaucoup de joueurs, qui me regardaient, jouer disaient: «Mais on comprend rien quand tu joues et tu arrives à prendre ce pot mais, on n'a rien compris quoi». Parce que moi justement je et c'est ça aussi, donc c'est toujours mon point fort et mon point faible, c'est que je suis dans l'exploit donc je suis capable de gagner des pots que beaucoup n'auraient pas gagné. Par contre, je suis capable de perdre des pots que personne n'aurait perdu parce que je me suis rentré dans une histoire de fou et que, bah, c'est ça aussi qui fait progresser, je pense, c'est de prendre des risques, de tester les limites et d'aller au bout du truc, quoi. Donc ouais, il y a beaucoup OK. de similitudes, Ouais, bah, ouais, je me rends compte de ça, Mmh. OK. Et tu as un profil, ce profil-là, c'est un profil finalement, tu vois, le fait d'être très curieux sur un sujet, très passionné po et de à un moment, tu en as tellement bouffé tellement vite qu'en fait, tu peux pas continuer éternellement à t'intéresser à ce sujet. C'est un profil qui est finalement assez courant, j'ai l'impression, autour de nous aussi. Est-ce que tu considères que tu es, tu vois, par exemple, là, est-ce tu fais toujours du poker aujourd'hui ou tu un petit peu tu un peu freiné, tu es un petit peu reparti sur tes vieux amours avec le SEO, avec le fait de monter, Linkfinder et cetera? Ou J'ai joué un peu récemment, mais vraiment très vite fait. ouais, Moi, je c'est suis vraiment plus, ton binaire, main focus, c'est quoi? tout ou Ouais, rien, quoi. C'est ouais, soit je OK, vais faire le truc à fond, soit je vais pas le faire. ouais. Du coup, pas trop. Là, en ce moment, j'ai des bases sur Linkfinder. Je vais finir ça et après, je sais pas trop ce que je vais faire, Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un d'ambitieux dans le business? C'est-à-dire que tu as quand même monté pas mal de business, dans ta vie, ça a commencé assez tôt. Tu vois, tu as fait de la cybersécu, tu as fait du SEO, tu as eu des sites qui ont rapporté plusieurs centaines d'euros par jour. Est-ce que c'est un truc qui vraiment c'est un leitmotiv dans ta vie ou pas nécessairement et tu es vraiment en mode freestyle et tu vois, tu verras ce qui se passera demain, quoi? Moi, mon objectif, ça a toujours été le même, c'est de prendre ma retraite. Et du coup, bah, pour, prendre ta retraite, je suis pas quelqu'un qui dépense, beaucoup d'argent, je dépense même assez peu, et c'est pas quelque chose que j'aime spécialement l'argent, mais si t'en as pas, c'est compliqué, quoi. Mmh. Donc en fait, j'ai essayé toujours de tourner mes projets vers, pouvoir essayer de gagner de l'argent à la fin pour, bah, justement en avoir assez pour ne plus à travailler et ma mère, elle me dit tout le temps: «Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles plus? Tu vas te faire chier, tu es tout le temps sur ton ordinateur et cetera». Je lui dis: «Non, mais c'est pas ça, c'est vraiment le côté, hem, que peut-être que je ferai des projets qui auront vocation à gagner de l'argent après, mais en tout cas, ce sera plus le critère principal» parce que, bah, actuellement, quand je lance un projet, je suis en mode: «Il faut que ça gagne de l'argent», bah, parce que c'est important, quoi. Mmh. J'aurais sûrement pas de retraite ou des trucs comme ça. Moi, j'aimerais juste dépenser le moins possible pour, enfin, voilà, ne plus avoir ça comme, objectif de fond, de gagner de l'argent pour pouvoir vraiment, ce qui «m'intéresse» entre guillemets sans avoir ce focus-là.
Ok. C'est c'est des discussions qu'on a régulièrement, hein, je pense. C'est un peu l'objectif. Toi, en taux, t'es pareil. Toi, Ouais. l'idée, c'est de pouvoir sortir le plus tôt possible. Et au final, même si tu fais. Parce qu'en fait, on avait la même réflexion que ta maman, tu vois. On dit tous ce truc-là. Et du coup, qu'est-ce que tu ferais? Parce que c'est pour le commun des mortels, on va dire que les gens, ils ont pas trop de passion, ils ont pas trop de trucs qu'ils aiment bien et tout. Et par exemple, tu prends Anto, si un jour il est, à la retraite, à genre, 35 ans, c'est pas pour autant qu'il va se tourner les pouces devant la télé et en fait, on aura toujours un projet, tu vois? Ça serait, Anto, ça serait une chaîne de rénovation, moi, ça serait d'autres trucs, en fait, on Bah, ça, continuerait c'est peut-être à exactement ce qu'il dit, ouais, c'est en fait, tu le fais tu as tu le plus fais juste pour le besoin de le fun. faire pour l'argent, ouais, voilà, c'est ça. C'est Tu ça, mais plus ça besoin t'empêche pas de vouloir, par exemple, le documenter ou juste pour le côté, ouais, ouais, par exactement, exemple, ouais. fun, d'avoir ta petite chaîne YouTube, ton petit truc pour Mmh. montrer ou qu'importe quoi. Moi, j'avais une dernière question à te poser qui est que tu as fait plein de business différents au final, en un temps assez court. Est-ce que tu as un business au fond que tu préfères quand même ou au final, ce que tu aimes bien, c'est pouvoir tout le temps changer comme ça? Enfin, je comprends que tu aimes, quand, il y a de la variation dans tes tafs, mais est-ce qu'il y a quelque chose où peut-être dans un monde idéal, tu te dirais: «Ça, je pourrais le faire toute ma vie, et ça me gênerait pas»? Mmh, je pense pas que je pourrais faire quelque chose de répétitif toute ma vie et au final, c'est pour ça que je joue beaucoup moins au poker en ce moment. C'est même au bout d'un moment, tout ce que tu fais devient répétitif. Ouais, Donc même le poker, j'arrivais à m'ennuyer avec, 12 tables sur l'écran. Donc je suis en train de jouer 12 tournois en simultané et je regarde, l'écran d'à côté. Du coup, je pense que je me lasse assez pas assez vite, mais en tout cas que je pensais pas dire un jour, tu vois, la programmation, ça me saoule. Donc ouais. est-ce que je pourrais garder quelque chose à fond? Je pense pas. Je suis trop Le volatile, gaming? le gaming, ouais, Peut-être même pas mais en fait, hein? bah, le gaming, ça rapporte pas d'argent et là, actuellement, c'est le focus donc Ouais, mmh, j'aime bien jouer, même tout ce qui est jeux de société et cetera, j'adore, mais c'est en prenant, la notion, d'argent en compte, ça marche pas, quoi. Ou alors tu deviens streamer, mais c'est pareil, c'est hyper concurrentiel. C'est ça demande énormément de focus, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, je pense. ouais. Tu parlais de jeux de société, tu as déjà essayé le Time Bomb? Pas du tout. Ah, c'est un Time jeu que Bomb? tu bien, je pense. C'est un jeu de bluff, c'est un petit jeu de bluff et c'est assez marrant en vrai, Ouais. OK, je note, j'irai tester ça. Teste-le un Ça me jour. parle un peu. Je vois un peu, ça ressemble à un truc genre, complot, des trucs comme ça, où t'as des cartes, t'as des rôles, tu dois essayer de trouver un imposteur, des trucs comme ça, j'imagine? Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Ouais. Anto, il t'en reste plus? Je regarde, tac, tac, tac. Non, c'est bon. OK. Et ben, moi, du coup, je voulais juste qu'on aborde un sujet. Il y a quand même eu, là, aujourd'hui, on est le 29/05/2024. D'ailleurs, on nous a recommandé de mettre la date de tournage des épisodes dans la description, donc on essaiera de le faire, à partir d'aujourd'hui, quoi. Il y a quand même eu un événement assez, important. Il y a eu un leak de Google. Alors, je vous avoue que moi, de mon côté, j'ai absolument pas eu le temps de me pencher sur le truc. Il y a un leak de l'algo qui a eu lieu, hier, donc le 28, si je dis pas de conneries. Est-ce que l'un d'entre vous a eu l'occasion de voir un petit peu, de prendre connaissance de certaines choses qui étaient, vues dans le leak ou j'en sais rien? Heu, Moi, j'en suis à la moitié de la vidéo de Léo Poitvin qui a fait un récap. Donc j'ai ces infos à lui, pour ceux qui veulent aller voir, sur sa chaîne YouTube, il en parle en détail. Heu Moi, sans rentrer sur, les infos, ça prouve quand même et je suis bien content que ça arrive un moment, parce que ça fait des années qu'on nous casse les couilles à chaque fois avec des gens qui disent: «Oui, mais Google, il a dit ça, alors forcément, c'est que c'est vrai» et en fait, là, ça a prouvé que la plupart des communicants de Google, que ce soit John Mueller, peut-être à l'époque Matt Cutts, je ne sais pas si ça remonte jusqu'à là, mais qu'importe, tous les gens qui communiquent, qui sont chez Google, mentent. Ils mentent ouvertement, en fait et c'est normal. Ils vont pas te dire comment fonctionne leur algo pour que toi, tu ailles le casser derrière. Mais par contre,
les gens qui prenaient pour argent comptant ce que disait John Muller, à chaque fois, je me disais: «Putain, mais c'est chaud d'être un pigeon à ce point». T'as plein de gens qui étaient là, à défendre, bec et ongles à chaque fois, la Google Search Liaison et tout ça, et t'as même des très gros médias quand même, et même des très gros du SEO par exemple, qui au final aujourd'hui, je pense, étaient juste des espèces de sbires de Google, peut-être qui prenaient des primes de chez Google pour dire des trucs qui étaient faux en fait. Et pour moi, il y a une réalité, derrière tout ça, et aujourd'hui, ça a tellement mis un énorme coup de pied dans la fourmilière parce que là, il y a plein de gens qui sont outrés de dire, «Bah oui, mais il y a 2 ans, vous disiez tel truc alors que là, quand on voit dans le leak, bah, c'est faux». Bah ouais, en fait, D'ailleurs, ils ont toujours pas communiqué, je crois, hein. Ils bah, ont rien dit du tout là, ils sont bah, là, tu à plutôt, mon avis, ils sont là, en PLS dans un coin là, hop. ils doivent être dans une petite salle en train de se dire à 10, «Alors qu'est-ce qu'on va dire?» parce que là, c'est chaud quand même. Et je trouve ça bien, ça conforte certains trucs. Après, je crois que dans le leak, il y a pas les pondérations des différents éléments. Je crois qu'il y a 14 C'est le 000, problème, un peu. critères. Ouais, c'est le problème, mais ça permet en tout cas de voir, Mmh. par exemple, je prends le truc de la sandbox. Ouais, voilà, par contre, ça, c'était John intéressant, Muller ouais. dit: «La sandbox n'existe pas». Tous les SEO qui font un peu leurs propres tests ou qui traînent avec des SEO, plutôt, bons, te disent: «Bah si, il y a une sandbox, en fait, ça fait des années qu'on se rend compte qu'un site quand tu le lances, il prend un peu de temps et ainsi de suite». Il y a quand même un pattern très récurrent qui était là, et tu lui qui est là, qui te dit: «Non, ça existe pas». Donc là, du coup, tu as plein de SEO qui disent: «Ah bah non, bah ça existe pas, il a dit que ça existait pas». Et en fait, là, tu as un document marqué dedans que, la date de ton site est prise en considération et que c'est un critère. Donc en gros, c'est une sandbox. Des trucs comme ça, il y en a plein. Donc j'ai pas regardé en détail, il y a un énorme document, déjà, il y a le document pour ceux qui sont vraiment déter, il y a un document avec vraiment le leak entier, mais là, en ce moment, il y a pas mal de SEO. Après, ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'il est sorti le leak? Mmh. Ouais. Je pense que là, on va commencer à avoir, pas mal de gros articles qui vont arriver, de gens qui seront allés faire les analyses. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout le temps d'aller faire l'analyse, donc je vais attendre que des gens le fassent pour moi, quoi, en gros. Mais voilà, c'est en tout cas, sans regarder, je pense que c'est intéressant d'attendre un petit peu ces articles qui vont sortir, qui, quand vous verrez ce podcast, seront sans doute sortis, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, là-dedans. Mais en tout cas, le point important à garder en tête, c'est que, peut-être il y avait full truc où c'était du mensonge, quoi, et c'est comme ça, et c'était normal d'un côté. Mais là, j'espère que ça aura un peu mis, enfin, il y a des gens, j'espère qu'ils se seront rendus compte de leur connerie, quoi. OK. Eh bien, Julien, on arrive sur les dernières questions assez habituelles. La première, c'est, est-ce qu'il y avait une question dans ce podcast que tu anticipais et qu'on t'a pas posée? Mmh, j'ai je m'étais dit que si vous me demandez, de donner un tips, heu, j'aurais dit qu'il faut pas tuer les araignées, heu, qui a rien à voir, mais les araignées, c'est super, ça protège des moustiques, donc voilà. Allez, super. Et si tu devais repartir de zéro, sans budget, tu ferais comment? Enfin, qu'est-ce que tu ferais surtout, au-delà de faire commencer? Tu déciderais de partir sur quoi aujourd'hui? Zéro, sans budget, l'objectif, c'est de faire des sous quand même. Voilà. 0 sans budget, bah, la prestat dev, pour commencer, c'est le top, hein, si tu vends ton temps, tu prends des sous, donc ça paye OK, J'avoue que pour toi, ouais, ce serait c'est prestat dev, bon, j'aurais recommencé pareil, je pense. Qu'est-ce que j'aurais, je par pense un que si pactième, quoi. Impact IM, ouais. Peut-être j'aurais skip ce projet Xenforo quand même, c'est pas top. Et je pense que j'aurais essayé de typiquement avec Linkfinder là, je suis assez content de travailler avec Lucho parce Ouais. que, il y a une synergie en fait entre, moi je suis le techos et lui il est plus côté, commercial, marketing et cetera, et je pense que c'est cool de s'entourer de gens qui sont, vraiment différents, alors que si tu mets 2 techos ensemble, bah, c'est moins percutant, donc je pense que c'est Mmh. important de s'entourer de gens qui sont différents, de son profil. Et attends, je OK. rebondis juste sur l'histoire du Xenforo, mais est-ce que tu penses que si tu avais pas fait le projet Impact IM, tu aurais découvert toute cette partie monétisation et tout?
Pas moins vite, c'est sûr, parce que j'ai découvert par rapport à ça. Peut-être, plus tard, peut-être que je serais parti dans d'autres choses, parce que, bah, à cette époque-là, j'avais déjà une régie publicitaire, par exemple, où je travaillais dessus. J'avais racheté une régie publicitaire, donc j'étais déjà sur, le CPM, ce genre de trucs. Donc OK. j'y serais peut-être arrivé plus tard, mais pas de suite. Je faisais du spam, sur Twitter où on faisait faire des clics, sur, AdSense avec des pubs bien collées à un bouton avec, du viral automatique. Donc peut-être que, j'y serais allé, mais pas aussi vite. Ouais. OK. Bah, merci beaucoup pour ta présence, Julien, dans ce Wizards podcast. C'est vraiment très cool de ta part. Merci pour ton partage. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à maintenant également. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker l'épisode, de mettre les petites étoiles sur Spotify, de mettre un petit commentaire pour soutenir et nous aider à se référencer. Partagez l'épisode autour de vous, puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas si tu as un dernier petit truc à rajouter, Julien, avant de clôturer, sinon... Bah, pour ceux qui sont là, il y a la vidéo sur les Chinois, dans la description. Code promo pour Linkfinder et voilà. J'ai fait ma promo, Super. Lucho va être content. Allez, salut tout le monde, à la Ciao, semaine ciao. prochaine. Ciao.